Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien les amis. David Bocage qui reprend le micro de Drept, c'est la nouvelle prononciation qui n'est pas sans rappeler le personnage Sideshow Mel dans Les Simpsons qui prononçait toujours des affaires genre les cerises sont les plus meilleures. Des prononciations qui n'existaient pas. J'aimais beaucoup le personnage de Sideshow Mel dans Les Simpsons, on en parle pas assez. J'en parle ce matin pour moi, peut-être pour vous. C'est en pleine nuit sur les routes de l'Alaska, qui sait. Oui, je me suis réveillé ce matin, en fait, moi, très tôt. À nul autre que Moncton, au Nouveau-Brunswick, où j'étais pour faire les premières parties du Cerbère Louis-José Hood au Capitole de Québec. 2 soirées enflammées. Merci aux gens de Moncton de l'accueil et de la pureté, d'une certaine manière. Il y avait une énergie pure dans l'air, c'était fort agréable. Évidemment, j'en ai profité pour passer à pied devant le centre Avenir, l'aréna des Wildcats de Moncton, une des plus belles, une aréna, je sais plus. Il y avait une vieille joke de Louis T qui disait quand tu sais pas si c'est un ou une, moi j'ai un truc, je dis 2. Puis il faisait une règle de 3, il disait 2 avions, 2 Marie-France Bazot. Ouh, ça brasse. À l'époque, c'était corsé. Donc, j'en ai profité pour, passer devant un des plus belles arènes, un des plus beaux arènes. Je vais devoir faire une recherche. Qui est un des plus modernes et un de la Ligue canadienne au complet, un des plus pros apparemment. Malheureusement, la game était la veille de notre arrivée. Je n'ai donc pas pu encore, Sideshow Mel, sort de moi. Je n'ai pas pu aller scouter le meilleur espoir du junior majeur selon pas mal tous les experts pour le repêchage de 2025, Monsieur Caleb Desnoyers, attaquant. Je pense que Corey Pruman vient de le mettre au 8e rang là, des attaquants surveillés pour le repêchage. Pas des attaquants, des joueurs, pardon, pour le repêchage de 2025. Caleb Desnoyers, pour qui je veux commencer le surnom DJ Caleb. Mais personne n'embarque. Alors, je me fie sur vous pour spread the word. Sinon, j'espère que l'automne vous traite bien, que vous n'avez pas trop les blues. Et si c'est le cas, que vous combattez le spleen avec l'aspirine. Alors, pour 2 points, le chanteur Steffi Choc, bonne réponse. Les amis, aujourd'hui, je vous présente l'épisode, deuxième épisode de la saison 9 de Dread sur le Tape avec des copains. Et les copains d'abord chantaient Georges Brassens, Marc-Antoine Godin, qui s'est fait souvent appeler Marc-André Grondin, mais c'est vraiment Marc-Antoine Godin. Et quand même coupable, l'animateur du balado Tellement Kid dont les gars font partie. Des fois, le running gag se trompe. Et évidemment, Alexandre Gascon, connu pour les intimes comme étant le Gasker. Une coupe de cheveux au vent, le démon blond peut-être de Radio-Canada. 2 hommes formidables qui sont déjà passés à Dread sur le Tape, mais là, alors là, dans les premières saisons de Dread sur le Tape, Alex allait au secondaire avec ma sœur. À l'époque, Regina Assumpta, École de Montréal. Et elle m'avait dit, tu sais, quand je commençais le podcast, je cherchais tellement tout ce que je pouvais, tu sais, qui que je connaissais qui pourrait être un invité potentiel. Puis ma sœur m'avait dit, il y a un gars de mon sondage qui est devenu journaliste à Radio-Canada. Et à l'époque, Alexandre n'avait pas non plus la notoriété qu'il a aujourd'hui. Hein. Il a même gagné un prix d'écriture dans la dernière année pour son travail journalistique. Et Marc-Antoine, à l'époque, était à la presse. Et depuis ce temps-là, est allé à Athlétique pendant 6 ans et est à Radio-Can depuis 1 an ou 2. Et on va revenir là-dessus. Il s'était fait congédier d'Athlétique. C'est quand même toujours un choc de perdre sa job, l'évolution des médias aussi, sportifs, mais médias en général, la réalité qui change dans leur domaine. Et dans tous les domaines, mais évidemment dans celle des médias, c'est sûr, ça bouge, surtout qu'à Radio-Canada, cet été, plusieurs de leurs collègues de la section des sports ont été menés, disons, poliment à la retraite. Un certain package deal pour couper. Donc, tout ça est en train de changer dramatiquement. Donc, on va revenir également avec ça, avec les gars là-dessus. En fait, c'est pas vrai. Quand Marc-Antoine était venu à l'époque, il était déjà athlétique. C'est ça. Je pense il commençait l'aventure athlétique avec son buddy Arpin Bassou, qui est également passé au podcast. Bel épisode aussi avec Arpin, que j'ai croisé l'autre jour en allant aiguiser mes patins dans NDG. Hein, comme quoi, ça ne lâche pas. Je tiens à mentionner que j'ai rencontré les boys début septembre 2024. Je le dis parce que, le premier épisode, j'ai dit la date dans le outro, parce que j'étais trop excité dans l'intro. Mais je le mentionne ici parce que, évidemment, on peut pas s'empêcher de parler un petit peu du Canadien. C'est quand même les boys, parce que pour ceux qui ne les connaîtraient pas, Marc-Antoine et
et le bon Alex sont des journalistes affectés à la couverture du Canadien de Montréal pour Radio-Canada Sport. Et ils ont leur propre balado, Tellement Hockey, également disponible sur audio, qui sort 2 fois semaine, le mardi et le vendredi, avec aussi Martin Leclerc en rotation et animé par Alexandre Coupal, qui, je le dis, je le répète, un genre d'énergie de prof du secondaire, prof de gym, un peu genre OK, ouais. Et ce qui me fait beaucoup rire. Et qu'est-ce que j'allais dire avec ça? Ben oui, c'est ça. Donc voilà, genre je pense que c'est. Oui, non, je disais en fait la date d'enregistrement début septembre 2024, parce qu'évidemment on parle un peu du Canadien et ça va vite, les nouvelles, ça va vite. Donc évidemment, vous comprendrez qu'on a enregistré ça avant la blessure dévastatrice à monsieur Patrick Laine, qui on sait pas si Laine, c'est la prononciation, j'aimerais avoir un compte rendu là-dessus, mais donc évidemment c'est ça vous donne un certain contexte, mais les gars répondent à plusieurs questions pour la saison à venir des Canadiens de Montréal. Je pense que ça fait le tour, les amis. Je vous laisse au bon soin de nos chers amis de la maison mère de Radio-Canada, notre société d'État. Pas d'affaire de saucisson qui me glisse en bouche. Voici Alexandre Gascon de Gasker et Marc-Antoine Godin. Drette sur le tape avec David Bocage. Bon, ben, le crossover de podcast si attendu. Je pense que j'avais pensé, ça serait quoi tellement, drette sur le hockey. Tellement sur le tape. Tellement sur le tape. Marc-Antoine Godin. Hein? Qui est en train là, de revenir. Marc-Antoine cherche du parking depuis 35 minutes. Au moins. Toi qui habites dans le tendre NDD, tu t'es dit, hey, dans 15 minutes, je suis là, c'est réglé, pif, Exactement. paf. Mais non. L'autre épais vient de vélo du métro Cadillac, ça va y prendre la moitié de la journée. Eh non, ça m'a pris la moitié du temps. Et qui a eu le plus chaud entre vous deux? Marc-Antoine, quand même. C'est ça, exactement. Je bouille encore. Merci d'être là, les gars. C'est le fun de vous croiser. J'écoute votre podcast aussi. T'es bien fin. Parce que j'aime tellement Martin. Non, c'est pas vrai. C'est souvent la raison qu'on est là. D'ailleurs, on a un point commun, on faisait les deux un live pendant le repêchage cette année. Ouais. Et je dois même vous remercier directement parce que on était assis précisément à la table de Radio-Canada sur le floor de Vegas. Ouais, ben, Bocage m'a envoyé une photo pendant qu'on enregistrait notre live pour me dire merci tellement. Hey, merci. Avec Ben Radio-Canada direct devant. Nous, on était supposé d'y aller à 3. Mais oui. Puis on y est allé à 0 finalement. Ouais, mais, et je vous en remercierai jamais assez. Écoute, n'importe quand. Hein, tu vois, là, on n'arrête pas de faire des affaires pour toi. mais toi, tu faisais un live en direct de là-bas. Ouais. Nous, on faisait un live de Montréal. Exact. Ouais, et on se filmait regarder le repêchage, dans le fond. Exact. Fait que, au niveau de l'angle de couverture, il y a une différence. Là. Ben oui. Puis c'est comme nous on était là, mais en même temps vous êtes payés. Tu sais, à un moment donné, c'est comme you win some. Yes, ça. You lose some. Ben le draft c'est une chose, mais les gars, vous revenez des Olympiques. Oui, exact. Ça c'est pas plate, ça. Expérience d'une vie en ce qui me concerne. Toi, t'étais jamais allé. Non. Parce que toi, Alex, on avait déjà parlé, puis ça m'avait marqué, parce que je m'en souviens encore, qu'avec les approches, puis les médias, puis les gens qui changent de job, t'étais comme, je reste à Radio-Can parce que c'est les Olympiques. Puis je me souviens, ça m'avait marqué, puis je suis comme, OK, c'est une fois aux 2 ans, tu sais, ouais, mais, ouais. Puis t'avais fait, non, mais tu comprends pas, tu sais, c'est une affaire. Marc-Antoine, tu l'as vécu pour la première fois? Oui, puis je suis très chanceux de l'avoir vécu à Paris, particulièrement, parce que... tu sais, pourquoi? Ben, l'organisation de ces jeux-là, pour ceux qui en ont vécu plusieurs, moi, ils m'ont dit, Paris, ça a été particulièrement bon, particulièrement bien fait. À quel niveau on parle? D'une part, évidemment, les sites, les lieux de compétition étaient à couper le souffle. Ça, je pense que tout le monde qui a le moindrement suivi les Olympiques est à même de le constater. Ouais. Je pense qu'aussi au niveau de l'organisation, au niveau de l'ambiance, ça a été mené rondement. C'est sûr que normalement, dans la majorité des Jeux olympiques, t'as un village olympique où t'as le village des athlètes, etc. Mais t'as des endroits où, par exemple, les médias vont partir
d'un quartier général et vont être amenés sur des sites de compétition en utilisant des navettes. C'est un village de médias, en fait, carrément. Ouais. Tandis que dans ce cas-ci, c'était pas le cas parce que on était disséminés un petit peu partout dans la ville, puis on utilisait le métro pour pouvoir se déplacer. Moi, n'ayant pas de référence à savoir justement que on t'est amené à la porte par une navette, moi j'ai pas vécu ça. Alors pour moi, me déplacer à Paris en métro d'un site à l'autre, ça a été extrêmement convivial. Je trouve que c'était la bonne ville pour le faire également parce que c'était accessible. Fait que puis honnêtement, on attendait on s'attendait à des critiques de la part des beaucoup de chialage de la part des Parisiens, ceux qui ont décidé de rester en ville. Ouais, je sais, c'est étonnant, c'est comme oui, c'est surprenant, mais mais finalement, honnêtement, tout le monde, c'est un mauvais jeu de mots, tout le monde s'est laissé prendre au jeu. Ah oui. Et puis il y avait un engouement qui a fait en sorte que vraiment ça a donné tout un vernis positif et bon enfant à la chose qui bien au-delà de ce à quoi je m'attendais. Ça, c'est sans parler aussi de la sécurité. T'sais, la sécurité, quand tu la vois pas trop puis qu'il se passe rien, c'est parce qu'elle est bien faite. Puis tu sais, il y avait énormément de bénévoles puis tout ça, puis c'était un peu tatillon des fois, les accréditations puis tout ça. Mais honnêtement, tu sais, moi j'étais comme préparé mentalement à ce qu'il y ait un attentat terroriste d'une forme ou une autre. Ah ouais. Ah oui, tu m'en parlais avant. Ouais, moi je me disais, écoute, j'espère juste ne pas être au mauvais endroit au mauvais moment. Moi je me disais, je vais le couvrir. S'il y en a un, ça va être correct. Des formations professionnelles. Pour vrai, c'était ça mon réflexe. T'as ton téléphone, t'es correct. T'es prêt. C'est là que tu vois qu'on est rendu trop habitué à la folie quand t'es comme je vais être là pour le couvrir. Mais c'est drôle parce qu'on a eu exactement cette discussion-là avec Martin Leclerc. On était les trois assis ensemble, puis Godin disait ça, puis Martin puis moi, on était comme si ça arrive, on va être là, on va pouvoir le couvrir. Là, les deux, on avait comme eu le même réflexe. En espérant être pas trop là, parce que ça se peut non, c'est que ça. je puisse plus rien idéalement, couvrir. t'es pas là, tu sais. Ouais. Mais regarde. Donc tu voyais pas seulement la sécurité, mais t'as sentais. Donc c'est, I guess, le meilleur des. C'était pas si pire, hein, quand même. Au niveau de, tu sais, on se sentait pas, tu sentais pas qu'il y avait des militaires partout. Non, s'il y c'est en ça, avait exactement. pas mal, tu sais. Exact. Mais c'est ça, le fait que tu ne la sentes pas outre mesure, mais que tu sois, mais qu'il y ait quand même de la sécurité, dans ce temps-là, t'as le meilleur des deux mondes. Ouais. Tu sais. Puis t'as pas l'espèce de présence intimidante, lourde, tu sais, dire que t'es sous occupation. Là, c'était pas le cas, tu sais. Et j'allais dire, la joke, c'était par rapport à Paris, c'est que les gens étaient comme, parce que les Parisiens avaient quitté. Ils sont revenus avant la fin des jeux. Ils sont revenus avant la fin, mais la joke, c'était, dans le fond, le problème avec Paris, c'était les Parisiens. Tu sais, c'était ça que tout le monde était comme, parce que tout le monde était comme, c'est super le fun, tout se passe très bien, tout le monde est de bonne humeur. Tout le monde quitte Paris, puis on fait comme, finalement, c'est vraiment une belle ville. Exact. Il y a un potentiel ici, honnêtement. Il y a un petit quelque chose, Cela dit, j'ai un collègue qui m'a expliqué un truc que j'ai trouvé très intéressant par rapport aux Parisiens, c'est que on perpétue l'idée selon laquelle c'est pas les Français, c'est les Parisiens qui sont chiants pis tout ça. Mais ce que ce collègue-là me disait, c'est que il y a bien des gens qui habitent à Paris qui ne sont pas originaires de Paris. C'est des gens qui venaient d'une autre ville et qui ont dû déménager à Paris pour occuper leur emploi, juste pour gagner leur vie. Puis ils y sont jusqu'à un certain point contre leur gré. S'ils n'en tenaient qu'à eux, ils seraient pas là. Mais ils sont là à cause de la job. C'est pour ça qu'ils sont en maudit. Exactement. Fait que c'est pas nécessairement les Parisiens de souche, ceux qui ont grandi depuis plusieurs générations dans leur arrondissement puis qui aiment leur ville. C'est pas autant eux qui sont bougons que ceux qui sont un peu des expats de d'autres endroits de France, qui habitent à Paris, mais qui sont là puis qui n'attendent que le train de 17h le vendredi pour retourner dans leur vrai chez eux. Tu comprends? Donc, ça donne une idée du mindset si, genre, tout le monde est comme... Pas tout le monde, mais une partie n'a pas envie d'être là. C'était quoi vos affectations? Godin avait toute une affectation. Moi, j'étais à un sport plus ciblé. J'étais au volleyball. Et parce qu'ils ont pris le plus grand pour couvrir masculin et féminin, les deux? J'aurais fait les deux, mais les filles ne se sont pas qualifiées, les Canadiens. Je parle, évidemment, on met vraiment l'accent sur la couverture des Canadiens. Là. Donc, c'était essentiellement l'équipe masculine, et autres sports connexes. Là. Dans le fond, ils nous ont placés par secteur de couverture. On était tous dans des arrondissements différents, tout ça. Puis moi, dans mon coin, il y avait le ping-pong. T'as-tu couvert le ping-pong? J'ai fait une journée de ping-pong, j'adorais ça. Y avait-tu des Canadiens ou non? Oui, il y en avait une, c'est pour ça qu'il m'a envoyé là. Elle s'est fait torcher, mais ça m'a permis surtout de découvrir une vieille luxembourgeoise de 61 ans qui affrontait la numéro 1 mondiale et qui buvait du coke entre chaque manche. La Ovechkin du ping-pong! Écoute,
Je l'ai dit, puis je l'ai écrit dans un courriel, puis j'avais l'impression de faire une description d'une entrevue de Denis Lévesque, là. Wow! Elle était incroyable. Puis elle était là, elle embarquait la foule, tu sais. Wow! Elle était incroyable. Elle est sortie sous une ovation debout, s'est fait battre, mais contre le numéro 1 au monde quand même. Je pense qu'elle avait peut-être pris une manche. Puis elle avait déjà gagné un match sûr, peut-être même 2 pour se rendre là. Je pense 2. Wow! C'était la porte-drapeau du Luxembourg. Ça a été la porte-drapeau du Luxembourg, mais c'est une légende. C'est quoi son nom? On ne rappelle plus de son nom. Elle est d'origine chinoise. C'est d'origine chinoise, mais elle habite au Luxembourg depuis, je pense, c'était une trentaine d'années. Là. Son chum est luxembourgeois, puis écoute, elle a plus de 60 ans. Là. Est-ce que tous les participants, peu importe leur pays, avaient une origine asiatique? C'était-tu à ce point-là? Il y en a beaucoup. Ouais. Non, pas tous. Il y a des très bons Européens. Les Scandinaves sont forts au ping-pong, au tennis de table. On dit, il y a 2 petits Français là qui ont les frères Lebrun. Il y en a un qui a gagné la médaille de bronze en simple. Là, on rit un peu puis on réalise pas, mais c'est quand même un accomplissement exceptionnel. Mais il y a des Européens qui sont forts, des Caucasiens là. Ouais. Mais c'est beaucoup des gens d'origine asiatique. Oui, il y en a beaucoup, c'est sûr. Comme la Canadienne Mo Zhang est d'origine chinoise aussi, mais elle habite à Toronto, dans la région depuis longtemps maintenant. Elle représente le Canada depuis 2012 aux Jeux de Londres, donc quand même. Tu sais, je veux dire, tu suis le hockey, vous suivez le hockey à l'année, tu peux te préparer, tu sais, pour ça. Mais le tennis de table, le volleyball, je veux dire, comment tu te prépares? Ben, le volley, je savais, j'avais fait de volley puis volleyball de plage à Tokyo aussi. Mm-hmm. Donc, je commençais, honnêtement, j'avais une bonne base. Bon. Puis, ce que tu fais dans ce temps-là, tu appelles des analystes, donc des anciens joueurs, des gens qui connaissent ça, parce que oui, tu connais les règlements, mais tu connais vraiment pas toutes les subtilités d'un sport. Donc, tu essaies d'en apprendre un petit peu plus sur les positions, la stratégie de jeu, etc., quoi regarder pendant un match, au-delà de l'évidence, là, tu sais, des petites subtilités. J'étais rendu un peu de chum avec Glenn Hogue, qui est un Québécois, ancien entraîneur national, dont le fils jouait encore sur l'équipe, mais qui, lui, était plus impliqué. Puis il était à Paris, fait que, tu sais, je l'ai rencontré une couple de fois. J'avais fait une longue entrevue avec lui avant les Jeux. Fait que t'essaies de te préparer du mieux possible comme ça. Là, avez-vous été... c'est quoi le terme... formé par monsieur René Potier, parce que je sais que René est tout le temps là René s'occupe des descripteurs. OK. Plus que les... En fait, moi, mon rôle, c'est ça. J'étais... Marc-Antoine expliquera le sien après, c'était différent, mais moi, mon rôle, c'est pour la TV, donc pour le broadcast. Je suis sur place, je suis ce qu'on appelle dans la zone mixte. OK, en mix zone. Fait que ça, c'est toi qui accueille les athlètes directement après leur performance, pour les faire commenter, leur poser une couple de questions. Puis ça va vite, tu sais, t'as pas beaucoup de temps avec eux autres. Français, anglais, s'ils sont bilingues. Okay. Traduction si besoin est, puis that's it. Fait que c'est essentiellement ça ton rôle, plus là, tu vas faire des interventions télé, des interventions radio, si on t'en demande, à Radio-Can, à CBC, parce que ça, on fait vraiment les jeux de façon conjointe, là-bas. Donc, fait que moi, ça a l'air glamour, mais moi, j'ai passé beaucoup de temps derrière une clôture dans un corridor, là, tu sais, à attendre des athlètes. La zone mixte. À ne pas confondre avec les toilettes mixtes. C'est une autre affaire. Non, exactement. Exact. Puis en escrime, tu l'as attendu longtemps, ton athlète? Oui, je l'ai jamais eu, c'est-tu finalement. notre boy? Le Québécois? Lequel? Van Aster? Parce que lui, j'ai parlé à lui. Ça, c'est une des seules affaires que j'ai eu le temps de suivre, parce que moi, mon frère, c'était un tireur de sabre. Est-ce qu'il allait à Brébeuf? Bien évidemment. Comme tous les tireurs de sabre au Québec. Ben oui. Et qui ont été aux Olympiques. C'est à tous les gars qui ont été aux Olympiques. Baudry, c'est un gars de Brébeuf. Joseph Polosifakis, c'est le meilleur mon frère. Pas vrai? Ah oui, j'avais un chum aussi, moi, Guillaume Dubé-Rousseau, qui tirait. Ben oui, il était à mon année. Pas vrai? Je pense que lui, mais c'était pas un gars d'épée. C'est un gars de Ville-Saint-Laurent. C'était pas un gars. Lui faisait pas de l'épée? C'était du sabre. Là, je sais pas, peut-être. Mais toi, tu faisais du sabre, toi? Non, pas moi, mon frère. OK. Non, moi, je joue au hockey. Comment on est boys? Les deux sont possibles. Non, c'est pas vrai. C'est parce qu'il faut savoir que l'entraîneur d'escrime, l'ancien entraîneur de l'équipe nationale. C'était une légende, là, le gars. Jean-Marie Banos. C'est ça. C'est un prof d'éducation physique à Brébeuf. C'est des frères, ça, non? Il y avait aussi son frère, lui, il était pas à Brébeuf, mais, fait que là, les kids rentraient à 12 ans. Toi, viens ici, toi, viens ici. Fait que là, c'est comme il les prenait à 12 ans. C'est la pépinière d'escrime. Oui. Et moi, mon frère, je me souviens, le moment où, après le cégep, il a fait comme, moi, je vais aller à l'université à Queens, en Ontario. Moi, je vais poursuivre ma vie, mais il y en a d'autres, c'est comme, non, moi, je vais aller aux Olympiques, comme cool. T'sais, mon frère, c'est comme, mon frère, tu sais, le gars, justement, qui a gagné les dernières médailles d'or, le Hongrois, si je me trompe pas, en sabre, mon frère, comme, ben oui, je me souviens, comme,
Il a tiré contre lui? Oui, comme je me souviens, à la joke, mais comme je l'avais battu en pratique, ou tu sais, comme, il était dans cette ligue-là, fait que c'est pour ça que c'est tous des gars qu'il connaît, puis là, c'est lui c'est le Québécois qui l'a battu cette année. C'est ça qui a battu le champion en titre, là, tu sais. C'est ça qui était aussi phénoménal, de comme, il l'a tassé. C'est ça, l'affaire que l'esclave, ça dure 15 secondes. Non, c'est ça. Ça va vite quand, je pense que c'est 3 matchs la même journée. Tu sais, ça n'a aucun sens. Ouais, ben, les matchs, c'est ta compétition, c'est sur une journée. Fait que tant que tu gagnes, la médaille se gagne à 7 heures le soir, là. Le Québécois n'a pas gagné il a pas juste battu lui, il en a battu 2-3, il s'est rendu. Mais il a tombé juste avant de passer à Ça dépend. Maximilien Van Aster, c'est pas lui, parce qu'il a perdu assez vite. C'est le gars qui est d'origine, je pense, algérienne. Ouais, ben là, j'ai fait l'escrime une fois, là. Oui, c'est ça. Bref, ça pour dire, ça, parenthèse, l'escrime, c'est au Grand Palais. Okay. Tu sais, c'est ça. Quand Godin disait tantôt Paris, c'était extraordinaire parce que partout où t'allais, c'était comme un décor de film, là. Ben oui, Godin s'est ramassé à Versailles. Oui. Ouais. Pourquoi? Pour quelle? Pour les compétitions équestres. Équestres? Ben oui, évidemment. Oui. Ah ouais, c'est hallucinant. Hallucinant. Mais je te laisse finir, je parlerai avec... Non, moi, j'avais pas mal fini, mais c'est ça, le Grand Palais, c'est probablement le plus beau site que j'ai vu. Il y avait tu sais, les gens, peu importe où t'allais. Ah oui, j'avais pas fini. La luxembourgeoise au ping-pong, là, elle est sortie sous ovation debout, puis genre, elle prenait des selfies avec le monde, là. J'adore. Elle prenait le téléphone des gens juste avant de passer en zone mixte, puis elle était là, clic. C'était magique. Puis cette ambiance-là, on la retrouvait partout, je pense. Moi, à l'escrime, ça chantait à tue-tête la Marseillaise. J'étais dans une bonne journée, là. Les Françaises au sabre ont fini 1 et 2, finalement, là. Ils se sont battus en finale pour l'or. Mais toute la journée, donc, ils ont gagné leur match, tu sais. Mais il y avait une ambiance. C'était comme, honnêtement, t'étais au Centre Bell en série, là. Wow. C'était... Ben, les Olympiques, c'est, ouais. Puis d'ailleurs, ça, mais c'est pas toujours comme ça. Non? C'est ça. Le Paris, c'est mes 7e, là. Puis Paris, c'est de loin les plus beaux à tous les niveaux. Puis pour l'ambiance, c'est certainement les plus beaux depuis Londres, où j'étais pas, mais tout le monde a dit que c'était extraordinaire. Puis c'est peut-être les plus beaux depuis les Lamer en 94 qui sont supposés d'être comme les plus beaux jeux d'hiver de l'histoire, là. Wow! OK. Il n'y a pas tout le temps de l'ambiance comme ça. Parce que c'est ça, tu me rappelles que c'est ça, le tireur québécois, il avait battu l'Hongrois, puis il a battu le Français aussi, qui était sur son home soil, puis qui était aussi dans les plus hauts, dans le meilleur au monde. Fait que c'était comme un genre de role de comme, dude, il va jusqu'où, tu sais, à battre les meilleurs. Marc-Antoine, parle-nous de des affectations, ben moi, j'étais tes pas, premières. Ouais, ben moi, j'étais pas à la télévision, moi, j'étais strictement à l'écrit. Alors, le luxe que j'avais, à l'instar de mon collègue Martin Leclerc, c'est que nous, on avait carte blanche pour aller où on veut, puis écrire sur ce qu'on voulait. C'est-tu une bénédiction ou c'est comme un créateur qui est comme donne-moi une contrainte, si boire, je vais me perdre? Comment tu veux dire? Pour toi, non, honnêtement, c'est une bénédiction. OK. Je pense qu'en fin de compte, tu fais des plus longues journées dans ce temps-là? C'est sûr. Ben, ça dépend sur quel sport. Mettons, si tu fais la natation ou l'athlétisme, à la télé, tu vas faire des journées interminables. Mais quand tu fais le volleyball, c'est plus court. Je sais. T'étais souvent disponible pour aller souper, puis moi, non. Tu fais quoi ce soir? Pas des rumeurs. Non, c'est ça. Mais, ben, c'est ça. C'était quand même, tu sais, moi, mon but, c'était de trouver la meilleure histoire. OK? Fait que, oui, comme tous mes collègues, j'avais un penchant pour les athlètes canadiens, les athlètes québécois, mais je me tenais pas nécessairement aux athlètes canadiens. Si jamais il y avait un truc que je voulais vraiment suivre puis qui était significatif pour moi puis qui impliquait un lutteur cubain, ben j'allais aller là. Et l'idée, c'est que très souvent, c'est pas arrivé tout le temps, mais souvent, je magasinais mon histoire en allant à un site de compétition plutôt en journée. Puis si jamais j'avais pas ce que je voulais là, ben là, je me rabattais sur ce que j'allais aller voir le soir. Souvent, les programmes de soirée étaient plus relevés. Tu sais, t'as des finales en athlétisme, des finales en natation, des trucs comme ça qui t'assurent d'avoir une histoire. Mais il faut toujours être flexible puis nécessairement se dire, ben même si je suis venu pour telle affaire, ça se peut que ça revire de bord en cours de route. Tu sais. Il y a un soir où je me suis présenté. En fait, je pense que je revenais de Roland-Garros. Puis j'ai rencontré une gang de Québécois dans le métro, puis ils étaient là pour venir appuyer Jean-Simon Desgagnés, qui est un coureur de steeplechase. C'est originaire de Québec. C'est quoi Steeple? Le steeple, c'est une course de 1500 mètres, une course à obstacles. 3000 mètres. 3000 mètres.
une course à obstacles, donc il y a des haies, puis il y a aussi une petite rivière. La rivière, là, tu sais, quand il court autour de la piste, puis qu'il y a la petite rivière. T'as jamais vu ça? Non. Non, Je pensais que t'allais continuer, et quelqu'un de petite taille lui lance des couteaux. On dirait que c'est comme ça, c'est d'inventer. Moi, je cherchais le moulin aussi, puis mais par la porte d'en arrière. Exactement. Fait que, tu sais, c'est un mélange de mini-pot puis de course, finalement. Non, mais c'est une course qui autrefois impliquait des chevaux. Puis c'était une course d'un ouais, absolument. C'est la course, donc c'était une course à obstacles qui était d'un village à l'autre en Angleterre, il y a très très longtemps, puis à un moment donné, il y a des étudiants de l'université Oxford qui ont fait « Hey! » Puis si nous, on essayait de la faire à la place des chevaux, puis ils ont fait cette course-là. Alors, c'est comme ça que le steeplechase a commencé. La phrase « Et si on faisait quelque chose que des chevaux font? » Ouais. Genre, ça n'a pas été prononcé. Ouais, généralement, c'est pas une bonne idée. Mais dans ce cas-ci, ça a donné une discipline olympique. C'est la première fois que cette phrase-là a été dite pas sur le moche. Probablement. Bref. Et puis, donc, Jean-Simon, qui est un gars originaire de la ville de Québec, qui s'apprête à devenir médecin. Wow. Il était là, donc, avec toute sa tribu, plein d'amis, sa sœur, etc. Fait que là, je les rencontre, puis j'étais pas certain de où j'allais aller le lendemain. Puis je dis, bon, mais parfait, je vais aller couvrir Jean-Simon à l'athlétisme, même si c'était pas nécessairement un programme qui m'annonçait des médailles du côté canadien. Alors, finalement, je leur fais une entrevue, je prends des photos, etc. Puis là, j'emmagasine du stock pour mon texte. Mais là, finalement, il y a une perchiste du nom de Alicia Newman qui était pas du tout sur mon radar. Une sauteuse à la perche. Voilà. Une perchiste. Une perchiste, c'est ça. Elle tient un boom comme ça. C'est ça, j'allais dire, elle fait du son sur des plateaux. C'est ça. Et finalement, je la vois parce que, tu sais, il y a souvent en athlétisme, t'as toujours plus qu'une compétition qui a lieu en même temps. Tu as une course, mais en même temps, le terrain au milieu est utilisé à différentes fins. Et puis, je la vois progresser dans ses sauts, puis finalement, se placer en position pour obtenir une médaille. Et en fin de compte, j'ai lu rapidement sur elle. J'ai eu la chance d'avoir un one-on-one avec elle tout de suite après sa médaille de bronze. Et puis, finalement, j'ai dû laisser tomber mon histoire sur Jean-Simon Desgagnés parce que l'autre, c'était comme... C'était le fun, le Québécois le Québécois qui fait du steeplechase, mais sa 13e place, son histoire à lui avait déjà été racontée. Moi, je me cherchais quelque chose de neuf, jusqu'à un certain point. Fait que là, c'est ça, c'est que tu te revires de bord puis tu te dis, il faut que tu restes ouvert à toujours trouver la meilleure histoire. Fait que ça fait en sorte que des fois, ça fait des longues journées. Toute la nuit. Je travaille ouais, c'est arrivé dans certains cas, là. À un moment donné, je me suis couché à 3h30 pour me relever à 6h pour finir un texte que j'avais pas eu le temps de finir en... C'est parce que Marc-Antoine, il faut savoir qu'il a tendance, avant d'écrire, à se planter un silex dans la cuisse puis à se fouetter avec un fouet en même temps jusqu'à 3-4 heures du matin. Ouais, exactement. Je m'aime pas! C'est un peu ça aussi. C'est quoi ton... comment dire, je cherche le ratio de combien de textes par jour, par semaine devrais-tu lever? C'était quoi tes livrables, dans le fond? Ah non, j'ai écrit un texte à tous les jours. Je pense qu'il y a un texte par jour, hein. Il y a 2 journées, je pense, où j'ai écrit 2 textes dans la même journée. Fait que c'était minimum un texte par jour. Ouais. Okay, j'ai écrit 19 jours de suite. C'est ça. Puis, dans le fond, parce que quand tu me dis, mettons, l'histoire des Québécois, je l'ai laissé tomber dans ma tête, c'était, mais peux-tu la raconter le lendemain ou non? Tu comprends? Je l'ai récupéré, pas ses amis, mais en fait, j'ai parlé de Jean-Simon indirectement parce que il y a quand même eu des résultats en athlétisme qui étaient très intéressants du côté des Québécois. J'ai parlé à un coach de l'équipe d'athlétisme qui a finalement, on a fait un espèce de tour d'horizon des coureurs québécois puis de leur bonne performance parce que vraiment les Jeux de Paris annonce une espèce vraiment une éclaircie ou une émergence, des athlètes québécois à ce niveau-là. Ouais. Donc là, ça a été l'occasion d'en parler. Puis il y a des trucs que j'ai retenus, j'ai pas eu l'occasion d'en parler. Puis à un moment donné, j'ai fait un genre de bilan des Jeux à ma dernière journée, qui au lieu d'être ce que j'ai retenu, parce que j'ai déjà écrit sur ce que j'avais retenu, ce que j'avais marqué, c'est quasiment devenu un texte sur ce que j'avais manqué. Là où j'aurais voulu être. T'as vidé le calepin. Ah, tellement. Mais c'est, les Olympiques, j'imagine que c'est l'ultime FOMO. Je veux dire, il se passe une belle affaire en même temps. Ça c'est, tu vois, ça c'est un bon exemple, c'est que Martin et moi, on était à l'athlétisme à tous les soirs. On a manqué une soirée, puis c'est le 4x100 mètres. Vous avez manqué le 4x100. On était pas là?
Ah non, pour T'es vrai. pas là? Parce que Martin a écrit dessus, je pense. Ça se peut-tu? Il me semble que j'ai lu Martin là-dessus. Ben, il était pas là. Il était ailleurs. Il avait lui. comme pas le choix. Il était ailleurs parce que, écoute, il avait passé la semaine à écrire sur le fait que De Grasse était, il y a rien qui annonçait ça, là. Jamais. Il y a rien qui annonçait ça. Qui en a fait cette médaille d'or. d'autant plus une médaille. Ben ouais, parce que exceptionnel. c'est lequel de vous deux, je pense que c'est Marc-Antoine qui a fait un texte sur avec Bruni Surin? Ouais. Par rapport à ça, Ben finalement. oui, c'est ça. Là, moi, je dis, j'ai pas écrit là-dessus le soir même, mais là, Bruni est de retour au pays. Là, on va disséquer cette course-là, là, on va la passer au peigne fin. Fait que c'est, parce que j'ai fait amende honorable. Mais oui, quand même. Parle-moi un peu de qu'est-ce que Bruni t'a raconté un peu, parce que lui, il croyait, puis je pense qu'il y avait tout un speech qu'il avait fait aux gars. Je sais que personne n'y croit, mais c'était quoi? Ben, il avait fait un speech tout d'abord à tous les athlètes. Lui, c'était le chef de mission. Ouais. Donc, c'est un peu le capitaine de l'équipe canadienne, mais pas seulement en athlétisme, mais vraiment pour toutes les disciplines. Ouais. Et il avait fait un speech au village des athlètes au tout début des Jeux olympiques, puis il avait apporté avec lui un témoin, parce que lui, évidemment, sa signature, c'est les courses à relais. Ouais. Et puis, il utilise souvent ça quand il donne des conférences. Il utilise ce témoin-là pour exprimer le fait que le travail d'équipe, la coopération, etc. Puis même si vous avez l'impression que, même si vous êtes dans une discipline individuelle, perdez jamais de vue que toute la gang ensemble, on est une équipe. Fait que on s'attend à ce que vous alliez voir, par exemple, vous alliez encourager des athlètes de d'autres disciplines. Soutenez-vous quand vous croisez au village, etc. Serrez-vous les coudes. Vous êtes une équipe. Alors, et quand il a vu un peu les résultats déconvenus et inconvenants, des coureurs canadiens plus tôt dans les Jeux, ben il leur a écrit un message sur Instagram. Il voulait pas vraiment trop rentrer dans leur bulle, fait qu'il c'est pas comme s'il était dans le vestiaire avec eux tout le temps, parce qu'il voulait laisser la marge de manœuvre à l'entraîneur Glenn Gilbert. Mais il leur a envoyé un message sur Instagram en disant: je sais que vous êtes pas content, mais là, laissez ça de côté. Il vous reste le relais, fait que ralliez-vous. N'oubliez pas que vous êtes une équipe, puis même si personne croit que vous allez être capable d'accomplir, vous avez ce moment-là qui est à votre portée. Puis, lui, le 4 x 100 mètres, ça a une place très importante dans son cœur, parce qu'évidemment, tout le monde se rappelle des Jeux d'Atlanta en 1996, une médaille d'or quand même surprenante. Je sais pas si c'était aussi surprenant que celle-ci, mais c'était quand même pas. Le Canada n'était pas favori. Ils avaient le coureur probablement le plus rapide, mais les trois autres. Bailey venait de gagner la médaille d'or quand même, puis Surin avait pas bien fait, mais il était attendu en finale. Ouais. Donc, les Américains étaient favoris, c'est sûr, mais un podium n'était pas hors de portée, tandis que là... Bruni Surin, Donovan Bailey, es-tu Johnson? Glenroy Gilbert. Ce qui est celui qui était l'entraîneur de l'équipe du quatuor qui vient de gagner, Glenroy Gilbert. Gilbert était là, puis le quatrième, c'est qui? C'était pas Ben Johnson. Non, c'était Esme? Robert Esme? Robert Esme. C'est ça, ouais. On dirait le Ringo du c'est qui déjà? OK, fait que oui, Bruni, évidemment, c'est ça qui a été son fait d'arme. Ouais. Fait que tout ça pour dire, j'adore que ça a commencé par un slide d'un DM. Genre même pas vraiment. Un DM de grass. Oui, exact. Mais ça a fonctionné, mais c'est un moment historique. Ah, absolument. Puis nous autres, on n'était pas là. Vous autres, vous étiez pas là. Non, on n'était pas là parce qu'on avait, on était ailleurs. Tu peux pas être partout en même temps, c'est vrai. Puis il y a tellement d'affaires à couvrir que t'es certain de trouver quelque chose d'intéressant à dire. C'est ça qui est le fun avec les Jeux olympiques, tu sais. C'est le gig de rêve, mais un peu comme tu disais au début, je pense que ça vient aussi avec son péril, là, l'affectation que t'avais, parce que des fois, c'est ça, tu sais. Moi, j'aurais été un peu chien fou, là. Genre, j'aurais pu donner de la tête, je pense, des fois, mais en même temps, il avait l'occasion de se promener partout, de choisir son histoire, de raconter un peu ce qu'il voulait. C'est vraiment exceptionnel. Il y a un peu, je me demande, parce que tu vas à la pêche, mais quand tu vas à la pêche, t'es pas sûr d'attraper un poisson. Quand tu te promènes, tu vas, des fois, tu te dis, hey, crème, il n'y a rien, tout. En même temps, des fois, tu fais, on va la faire, écoute, l'histoire. J'en ai perdu, là. Écoute, il y a un avant-midi où je suis allé au canot-kayak. Et puis, ça, c'était à Vers. C'était tous les cégeps, je pense, qui étaient réunis. c'est exactement. Exactement. Avec un prof d'éduc qui a les cheveux longs, qui se promène en sandales dans le cégep. Et qui a un piercing dans le sourcil. Ouais, c'est ça. Et puis, probablement une aventure avec une étudiante auparavant. Sans le patchouli un peu. Ouais. Qui va être cancellé, là, ultérieurement. Sûrement. En tout cas, on en a tous eu un comme ça. Mais bref. Fun fact, par rapport à ça, parenthèse, Charles Pellerin.
qui fait le podcast avec moi, là, qui fait le spécial repêchage, quand il a fait son audition pour l'École nationale de l'humour, tu passes à la deuxième audition, puis il avait dit à son cégep, genre, hey, je peux pas faire la fin de semaine de canot camping, j'ai une audition pour l'École de fans de l'humour, tu sais, c'est possible de... Puis il avait dit, écoute, ça sera pas tu vas couler ton cours, genre. Puis, non, mais tu sais, je veux dire, c'est pas que je veux pas, c'est que en même temps, j'ai l'audition des connaissances de l'humour, tu sais, je sais pas s'il y a manière de, tu sais, puis il avait dit, si c'était mes examens pour aller en médecine, tu sais, qu'est-ce que vous diriez? Puis on fait, c'est pas tes examens pour la médecine. Puis il était comme, OK, wow! Il a fait l'audition des connaissances de l'humour. Puis il a été accepté. Il a coulé le cours de canot camping. Puis ils sont comme, c'est ça, on pourra pas te donner ton deck parce qu'il te manque un cours. Fait que sa première session à l'École nationale de l'humour, il prenait le métro, il allait à Laval, parce qu'il allait à Montmorency, faire un cours de volleyball. Ben voyons. Le mercredi soir. Ah non, c'est ça, on s'entend, c'était un cours d'éduc. Qui était couvert par toi, d'ailleurs. Ouais. Qui était, et il allait je faisais mes premières armes. Et il allait là, il était en tabarcu tout le long de comme, je peux pas croire que vous, fait qu'il était pendant une session. Pourquoi il a pris canot camping en éduc? Mais je pense que je l'ai pris, moi aussi. Ouais, non, parce que c'est super moi, j'avais plongé oui. sous-marine à Annecy. Non, mais c'était une fin de semaine. Ça, c'était hot. Tu clairais ton agenda de la session avec une fin de semaine. Ah, OK. Parce que tout ton cours, mais là, c'est juste que lui, ça donnait que c'était la même fin de semaine, puis on fait comme, sorry. Ça pour dire, j'adore cette anecdote. Fin de la parenthèse. Charles qui doit aller faire le cours de volley pour avoir son deck pendant qu'il écrit des jokes. Fin de la parenthèse. Ça pour dire. Moi, j'ai fait mon cours de canot camping. Le soir où je suis revenu de mon cours de canot camping, je suis allé voir Pink Floyd au Stade Olympique. Wow. On pourrait te dire que la fin de semaine qui a changé ta vie. Ça en a été une popée. Depuis ce temps-là, il y a guide d'aventure la fin de semaine. 1er juin, première... Oui, c'est ça. L'été, normalement, il est en Gaspésie, puis il fait du canyoning. Ah oui? Ouais, c'est juste que là, les Jeux Olympiques, ça venait... Colin. D'ailleurs, là, il a dit, là, je peux-tu arrêter, parce que je peux pas être là cet été, je couvre les Jeux Olympiques. Oui, exact. Il a dit, il a coulé. Tu perds ta job de canyoning, mon vieux. D'ailleurs, pendant le show, j'ai fait quelque chose que c'est sûr que t'as déjà fait, mais en fait, c'est la première fois que je le faisais, j'ai été voir un show au Fouf. J'avais jamais vu de show. J'ai vu des shows au Spectrum, j'ai vu j'ai jamais été au Fouf. J'ai jamais vu de show au Fouf. Moi, j'étais allé au Fouf, mais j'ai jamais vu de show. Où Nirvana a joué quelques semaines après que Nevermind est sorti. Mais avant que ça... Toi, t'as dû y aller, mais c'est ça, c'est plus t'es un peu plus vieux, c'est plus ton époque. Ouais, ben oui, c'est plus mon époque, mais honnêtement, non, je suis sorti au Fouf, mais j'ai pas vu de show. Mais en fait, tu sais, c'était comme... J'ai vu, tu sais, il y avait des bands là, basic, là, mais c'était pas acheter un billet pour aller voir un show au Fouf, ça, je l'ai pas fait. Ouais. Bref, je l'ai vécu, puis ça genre le band sur scène était comme oh shit, genre même l'éclairage, tu sais, maintenant ça c'est tout des LED, là, c'était comme eux, c'est vraiment genre les lampes avec les gels, il fait chaud, genre ils sont comme wow, il y a encore c'est comme c'est tellement genre old school, comme l'impression d'être dans un film, tu sais, un peu indie sleaze des années 96, tu sais. Tout ça pour dire, Marc-Antoine! Canot camping, non, en fait, c'est pas canot camping. C'est comme un Inception, là, de là, on monte de 3 niveaux, là, c'est la beauté. Les Jeux Olympiques, c'est ça, hein? Oui, exact. De 76. Non, mais c'était pas canot camping, c'est quoi le terme exact de la discipline? C'est du canot-kayak. Canot-kayak. Oui, à ça. Donc, on perdait, à un moment donné, tu sais, c'était 4-0 canot-kayak. Vers-sur-Marne, qui était, c'est le bassin de kayak, qui était à 1 heure environ de Paris, ou en tout cas, c'est assez loin de s'y rendre là, puis il fallait que tu traverses le village en marchant. C'était un long processus pour se rendre sur le site de compétition. J'arrive là, il y avait des qualifications, Cathy Vincent, c'est des qualifs, j'écrirai pas sur des qualifs, là, je vais écrire sur si c'est une équipe Faites quoi de particulier, mais je voulais faire un truc avec mon Dieu, comment il s'appelle? Donc, Pierre-Luc... Funk. Non, ouais. Gosh, j'ai oublié son nom. C'est un athlète? Qu'il me pardonne, mais anyway, il nous écoute pas. Poulain. Pierre-Luc Poulain. Merci. Poulain. Oui. Peut-être que c'est un gros fan de hockey, on sait pas. Peut-être. Frère de Marie-Philippe? Non, OK. Mais il s'appelle pas Pierre. Il pourrait être... Non, c'est Pierre-Alexandre, le frère de Marie-Philippe. Oui, exact, c'est vrai, qui est coach. Mais il aurait pu jouer, il est assez colosse. Ben, les gars, en général, au kayak, là, c'est des... Ouais, mais ils sont pas grands d'habitude. Non, mais c'est... Lui, il est grand? Oui. OK. Mais bref, tu sais, ils ont été éliminés, ça a été une déception. Il y en a plein qui sont super grands. En l'espace de, vraiment, on fait du coq à l'âne. Ouais, excuse-moi, vas-y, ton histoire de canot-kayak. C'est même pas intéressant. Je peux pas vous rappeler à quel point vous êtes pas Radio-Can en ce moment, donc ça, c'est pas, tu sais, je veux dire, c'est vraiment un podcast. Pour nous, c'est sûr que c'est, on n'est pas habitué. C'est le fil de pensée, c'est ça, la force du podcast. Donc, OK. On continue. C'est bien. Je sais que tout ça va rien, c'est ça qui est arrivé. Mon Dieu, tout ça.
Tout ça pour dire que j'ai perdu mon temps, comme cette anecdote-là. On ne pourrait pas mieux illustrer le point que t'essayes de faire. Ouais, fait que j'ai perdu un avant-midi complet parce qu'il y avait pas d'histoire là. Mais tu sais, alors là, c'est ça, tu sais, je m'étais couché à 4 heures, je me lève, puis je suis sorti de l'hôtel à 8h30, puis là, il faut que je me tape la run là-bas. L'histoire sportive sur place, il y a rien là. Fait que finalement, tu sais, après ça, tu revires de bord, puis oui, c'est ça, tu pêches à gauche à droite. Ouais. Le poisson on mord pas tout le temps, mais c'est le fun parce que il y a tellement de disciplines que tu vas toujours trouver quelque chose. Ah ouais, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de poissons dans l'eau, c'est sûr. Mais Versailles, man, les sports à excuse, mais moi, là, tu dis ça, j'entends la musique. J'entends le classique. T'as vu Snow on dirait que c'est comme... T'as vu Snow, les images de... il saute. Les images de Snow à Versailles dans son saut. Ah, génial. Qui était la mascotte de Team USA. Ah oui, non, ça, c'est un coup de génie quand même, honnêtement. Marketing. Puis parce que les prochains Jeux d'été sont à Los Angeles aussi, fait qu'ils voulaient faire le pont puis tout. D'ailleurs, dans la cérémonie de clôture, t'avais un show de Tom Cruise, puis à la fin, il se ramasse sur Manhattan Beach, j'imagine, en tout cas sur le bord de la plage, puis Dr. Dre puis Snoop était là, ça vraiment bien. Avez-vous vu de vos yeux la fameuse cérémonie d'ouverture? Ouais. Pas moi. Célène? T'étais là à la cérémonie d'ouverture? Ah ouais, j'étais là. J'étais là. C'est encore brûlé. Il y a plus. J'ai pas fini de me sécher. Ah oui, mais c'était extraordinaire. Tu sais, quand t'es sous la pluie pendant des heures, ça paraît interminable. Mais à la télé. Mais je comprends que c'est un show. C'est un show fait pour la télévision. Moi, j'ai trouvé ça quand même. Je trouve qu'il y avait des moments extrêmement forts, mais moi qui ne suis pas un fan de Céline Dion, honnêtement, j'en avais la chair de poule. Ouais. Au moment mais la finale, c'était une apothéose. J'ai senti que, tu sais, la finale était tellement réussie, puis avec le petit défilé sur la place du Trocadéro, c'était magnifique, là, jusqu'à Céline. Mais sinon, c'était... Il y a eu des longueurs. C'était long. Il y a eu des longueurs. C'était interminable. Je sais pas s'il y a une cérémonie d'ouverture qui a pas de longueur. En sens que non, il y en a tout le temps, t'as raison. Celle-là... C'est vrai parce que vous avez vu Céline c'est un échange, vous l'avez vu à Paris, moi je l'ai eu à Vegas. Encore une fois, on a chacun nos... Charles l'avait collé, hein. Il est quand même, il devrait faire venir Céline. Céline Dion. Il est comme, tabac. Céline sur le stage, moi, j'avais été surpris en tabarouette, là. Honnêtement, ils ont tué le show ben raide à ce moment-là. Ils sont repartis avec le trophée, le Canadien, là-dessus. Fun fact, j'ai parlé après au gars des communications de, mais là, comment, il faut qu'elle sache comment dire le nom. Il faut qu'elle sache sur quel nom, parce que si, on a vu Carrie se tromper par le passé. Si Columbus prend Demidov, ou si Columbus prend, est-ce que, puis là, il y avait un système de walkie-talkie, l'enveloppe, tu sais, ça a été dit que le Canadien, si Demidov était pas là, il y avait... C'est sûr que si c'est Anton Silayev, ça vient de changer la game pour Céline. Ouais. Mais non, c'est pas prête, maintenant. Non, mais je pense que j'ai cru comprendre que le Canadien tradait back, là, si Demidov était pas là. Fait que, là, OK, là, Céline hold on, puis là, c'est qui va... C'est toute la notion de là, faut qu'elle dise le bon joueur. Ouais, c'est quand même juste un nom, là. Oui, je veux dire, mais pas... on les a tous vus échouer. Ouais. L'un après l'autre. C'est même Bobby Clark qui a échoué. Oui, ça, c'est vrai. Ça, Claude Giroux. On prend. Ça, c'est épique. Mais c'est qui le gars de Philadelphie, là, dont j'ai oublié le nom, là, qui s'est pointé sur le stage? Jet Luchenko? Ça, c'est le joueur qu'ils ont pris, mais l'annonceur. L'annonceur, là, c'est un gars super connu, là. Ready to rumble! Ah ouais, le gars de la Michael boxe. Buffer. Ouais, c'est ça. Voilà. J'avais un blanc. Ouais, ça c'était bien réussi aussi. Excellent. Avec le Canadien, je pense que c'est vraiment les deux équipes qui ont donné le plus gros show. Qui ont scoré, ouais. À Vegas, c'était approprié. Je me suis demandé si Céline aux Olympiques, genre, je peux pas m'empêcher de me demander, est-ce qu'elle chantait live? Parce que je pense que la musique, elle chantait live, était, je pense, pas enregistrée parce que c'était quand même impossible logistiquement parlant, mais la voix, est-ce que c'était enregistré en répétition? Il n'y a pas de lip-sync, là. Non, c'était ça, c'est ça que je me suis dit. Non seulement elle était live, elle a pas pu se pratiquer. Parce que je jasais avec Assun Camara, l'ancien joueur de foot qui était au jeu pour Radio-Can, puis il faisait des trucs. Et puis lui, il l'a rencontré comme la veille, par hasard. Il a comme eu le scoop parce qu'il était dans ce coin-là. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'il faisait, mais tu sais, il était de l'autre bord de plusieurs couches de sécurité, là. Puis il a comme pu il a raconté cette anecdote-là à la radio une couple de jours. Il a pu commencer à jaser avec Céline qui était là, puis il a demandé comment ça va, genre, puis là, ah oui, j'habite au Québec, puis ah ouais, puis là la sécurité a voulu l'escorter à l'extérieur, puis elle a dit non, il peut rester. La fille de Charlemagne. Ah ouais. Et là, écoute, il était comme flabbergasté, là, il en revenait pas. Wow. Il disait c'est la plus grande leçon d'humilité que j'ai eue dans ma vie, là. Assun racontait ça, de cette
célébrité-là qui est comme Jack of all trades, là, girl next door, tu sais. Non, il peut rester, y a pas de problème. Continue à jaser. Sandwich aux tomates! ils ont pris, on prend-tu une photo? Ils ont pris une photo ensemble, puis là, la règle, c'était juste, tu peux pas la publier tant que la cérémonie a pas eu lieu, tu sais, qui était le lendemain. Tout le monde savait qu'il était là pour ça, là. C'était comme, rendu là, on savait, là, mais, on l'a su quelques jours avant, là, que c'était sûr, là, tu sais, c'était pas un mois, là. Mais il y avait quand même je pense, un de ses choristes qui s'était échappé sur les réseaux sociaux, genre un mois avant, ou qui avait fait un post sur Instagram en disant, tu sais, il y avait comme une photo de Paris, puis ça disait merci de me permettre de vivre cette expérience-là avec toi, le mois prochain ou quelque chose de même. Puis ça a été délité dans l'instant. Fait que il y avait quand même un hint. Mais tout ça pour dire que Hasoun était vraiment sidéré là, de sa gentillesse, puis tu sais de sa proximité, et il racontait qu'elle pouvait pas chanter. Parce que c'était à l'extérieur, tu sais, il voulait pas donner aucun, même si tout le monde le savait rendu là. Elle voulait pas brûler le punch pareil. Donc, c'était un one-shot deal là, pour elle. Là, ça se passait là. Elle s'est réchauffée dans la salle de bain, puis après ça, c'est comme showtime. Puis son docu venait de sortir aussi. Ouais. Moi, le timing est bon. Là. Avant de partir pour Vegas, j'étais comme, je vais checker un film Vegas. Marc-Antoine qui est cinéphile, j'étais comme, ça va-tu être un Ocean? J'étais tout dans ma liste de films de Vegas, c'est Fear of Loathing, whatever. Le docu venait de sortir, j'étais comme, bon, ça sera pas cinématographiquement fucked up, mais comme, on s'en va à Vegas. Puis là, Céline, finalement, allait annoncer choses canadiens. Puis j'ai comme checké son docu, tu sais, qui est un docu dans la forme là, assez convenue, mais genre c'est toute ça, tu sais, il y a la fameuse scène choc, la crise, tu sais, comme fais-tu comprendre l'équipe de sortir de nom, puis moi, ce qui me marque, c'est ses enfants. Je mène leur vie assez, tu sais, la gaming chair de Eddie, mon gars, la gaming chair la plus forte que j'ai vue de ma vie, 360, c'est elle qui, comme il parle en mangeant une soupe, pour y parler. Je suis comme, genre, quelle vie, autant qu'elle essaye, tu sais, que ce soit le plus normal, tu sais, que en même temps, je changerais jamais de place avec les enfants de Céline. Tu sais, jamais, là, tu sais, pour tous les millions que ça, puis c'est comme son bodyguard officiel, c'est rendu René Charles, c'est comme son accompagnateur, sur tous les trucs. Il était là au draft, il est tout le temps comme à son bras. René Charles est tout le temps là. C'est drôle, pendant le live, il est arrivé, puis Charles a dit, oh, elle est à son bras, l'autre que Big Tip, c'était son nom de rapper. C'était tous les gars de NHL.com en avant de nous comment il s'appelle, Guillaume? Guillaume Lepage. Guillaume Lepage qui était cassé en deux. Oh, Big Tip fait son apparition sur le stage. Personne connaît. Mais là, l'histoire d'amour entre le Canadien et Céline, ça avait, la fameuse poignée de main, là, entre Martin. Mais oui, et puis même, elle avait fait le forum avec le chandail de Maurice. Ah oui, non, dans le temps, oui, mais je veux dire, elle a comme choisi le Canadien pour son retour public, c'est quand même, mais à Vegas. C'est pas anodin, là. Non, c'est ça. Non. Puis Vegas qui est comme sa deuxième équipe, puis comme à Vegas. Exact. Pour rapper sur les Olympiques, quel est votre meilleur moment, votre highlight des Olympiques personnels? Ben là, vite de même. À Paris? Tu veux dire tout Olympique confondu? Moi, je sais pas. Là, j'ai pas pensé à mon highlight. J'allais dire Paris, parce que Paris, on est tout chaud, on sort de là. Mais tu sais, dans ces... Ouais, ça peut être relié à un sport pour être bien honnête, tu sais, moi, c'était pas ma couverture la plus trépidante là, que j'ai eue. J'ai eu beaucoup de plaisir au JO pour toutes les raisons qu'on a évoquées tantôt. Tu sais, ça devrait toujours avoir lieu dans des villes comme ça qui ont déjà les infrastructures ou presque. Montréal, non. il y aurait des ajustements à faire. Mais tu sais, Tokyo, ça aurait été extraordinaire, par exemple. Mais on était en plein milieu de la pandémie, donc c'était complètement autre chose. Mais Paris, je restais dans le 15e. On se promenait, on était toujours en métro. On faisait vraiment, tu faisais partie de l'écosystème de la ville. Fait que pour ça, je te dirais, mon highlight des Jeux, moi, ça a été ce qu'ils ont réussi à faire. Tu sais, j'ai pas eu... Le moment que j'ai apprécié le plus dans ma couverture, c'est quand j'ai fait la finale de volleyball de plage. Là, que j'ai couvert la finale de volleyball de plage. Le site était... Je sais pas si tu as vu les images. Non. Hallucinant. Il n'y a rien de plus que des images sur un podcast. Exact. La Tour Eiffel avec le... oui, c'est sûr que t'as vu ça. Il y a un carré de sable. C'est littéralement devant. Là. Direct, la Tour Eiffel en arrière. C'était fantastique. Les Canadiennes étaient en finale. J'avais couvert ces filles-là. Il y a 3 ans à Tokyo. Finalement, le résultat, c'est... Ils ont gagné la médaille d'argent. Là. Ils sont inclinés en finale, mais c'était un bon match et tout. Fait que ça c'est le seul soir où on a travaillé ensemble. C'est le seul soir où on a travaillé ensemble. Mais... c'est le soir que vous avez bu ensemble avec T'as raison, mais il n'y en a pas eu beaucoup.
Sportivement parlant, c'était mon meilleur moment, je dirais, mais c'est vraiment comme le trophée, c'est Paris puis ce qu'ils ont réussi à en faire. Parce que pour avoir vécu, évidemment, les jeux de la pandémie, Pékin puis Tokyo, Pékin, c'était dégueulasse. On était en prison. C'était fou. Puis avant ça, Pyeongchang, tu sais, c'était des jeux d'hiver en Corée du Sud, dans une ville qui était pas nécessairement, tu sais, destinée pour accueillir ça. Il y a bien des sports qui comprenait pas ou tu sais qui fait pas partie de la culture, puis je pense pas que ça a créé un engouement ou un mouvement là-bas. On était dans un village média, tu prenais le boss des médias, tu sais, l'autobus des navettes là pour te rendre sur les sites de compétition. Fait que t'as tellement pas le même feeling, tu sais. Puis Rio, j'ai pu me promener dans la ville, c'était agréable et tout, mais encore une fois, on était dans un village média, des condos. C'est bien pour l'esprit d'équipe quand tu te retrouves, peu importe, parce que les gens travaillent plus ou moins 24 heures, là, selon ton chiffre. Fait que, tu sais, si tu finis à 11 heures le soir, il va y avoir du monde de Radio-Can. Tu vas prendre une bière avec eux. Si tu finis à midi, ben, c'est là que les gens vont le faire. Fait que t'as toujours des gens avec qui te rassembler, mais t'es pas dans l'ambiance des jeux, tu sais. Je comprends. Puis j'avais été assez chanceux pour faire Vancouver en 2010. Ça, c'était pas mal hot. C'était vraiment le fun. Puis on était vraiment dans la ville. Puis il y avait une super ambiance aussi. Mais Paris, parce que c'est 2010. 2026, c'est à Turin, Italie, à Milan, pardon. C'est ça. Ouais, à Milan, Cortina d'Ampezzo. Alors, tu sais, Paris en soi, c'était juste, tu sais, pour moi, c'était vraiment ça le highlight. C'est la ville, les gens, puis ce qu'ils ont réussi à faire de cet événement-là. Très cool. Marc-Antoine, est-ce que tu scrollais sur ton seul pour te rappeler les souvenirs ou c'était... Ouais, pour regarder, oui, exact. C'est ça que je viens de faire. Mais honnêtement, moi, c'est l'ensemble de l'expérience. C'est ça. Parce que identifier un truc en particulier, je suis pas certain. Tu sais, il y a des compétitions que j'ai bien aimé couvrir. Mm-hmm. Mais pour moi, c'est que c'était le défi. Étant donné que je suis un gars de hockey, j'écris sur le hockey à longueur d'année, puis j'arrivais dans un environnement que je connaissais pas à couvrir des sports que je maîtrisais pas, puis des athlètes que je connaissais pas. Fait que tu peux pas te présenter... Tu as fait un job de merde, finalement. Tu peux pas te présenter faire semblant que tu connais ça puis que t'es un expert, parce que ceux qui connaissent ça, eux, ils vont le voir tout de suite que tu y connais rien. T'es démasqué, puis ça sert à rien. Alors, l'idée, c'est de dire, OK, moi... Mais tu te renseignes. Ben là, il y a une base quand même. J'ai un travail de job de journaliste, là. C'est clair. Puis ça paraissait, là. Oui. Merci. C'était du beau travail. Bromance. Ben, j'y ai donné 2-3 idées aussi. J'ai aidé un peu. Il m'en a donné. T'as-tu pensé parler de... Non, mais... c'est bon. Mais moi, j'avais un gros background olympique qui me sert encore un peu. Je les connais moins, mais en jasant, on a pu... On va voir telle affaire. Ouais. Mais c'est parce que, tu sais, je pense que la majorité des gens qui suivent les Jeux olympiques, malheureusement, ne suivent pas les athlètes amateurs à longueur d'année. Donc, ils n'ont pas nécessairement lu tous les articles précédents sur ces athlètes-là. Ils arrivent, ils allument leur télé, puis racontez-moi vos histoires, racontez-moi vos jeux, etc. Tu sais, puis ils sont ouverts à ça. Et moi, d'une certaine manière, j'étais dans le même état d'esprit parce que on est tellement dans notre bulle à longueur d'année, puis probablement, moi, je suis imbibé de Canadiens de Montréal depuis tellement d'années que j'étais pas familier avec ça. Alors, je me suis dit, je vais parler d'abord et avant tout à ces gens-là, ceux qui décident de découvrir les jeux sur place et non pas ceux qui s'y connaissent déjà puis qui sont probablement une infime portion de la population, puis de toute façon, ça me sert à rien de pédaler à 300 000 à l'heure pour leur livrer quelque chose qui va donc les contenter. Je pense que je vais essayer de parler au plus grand nombre, puis je m'inclus là-dedans. Alors là, c'est pour ça quand je parlais tout à l'heure de chercher la bonne histoire, ben c'est simplement tu témoignes de ce que tu vois sur place. T'sais, on a des réflexes journalistiques qui vont faire en sorte que tu vas aller chercher l'information là où elle est, mais moi, ça me servait à rien de rentrer trop dans la technique, puis d'essayer d'expliquer des trucs. C'est vraiment de garder ça accessible, de garder ça humain, et puis la formule a bien fonctionné. Ben oui, mais je pense que c'est la bonne approche parce que c'est une initiation, les Olympiques. Les gens ouvrent la télé, dans le monde. Steeple Chase, tantôt, tu saignais du nez, tu sais, puis je pense que c'est le cas pour 99% de la population, peut-être même plus. Là. Fait que je pense que c'est la bonne approche. Avez-vous hâte aux Jeux de 2026? Oui. Ah oui. Moi, vraiment. C'est une autre bébête. Les jeux d'hiver, c'est à moindre, c'est moindre ampleur. C'est 4 fois moins. Tu sais, les jeux d'été, il y a jamais il y a pas de temps mort. Ouais.
jeux d'hiver, à un moment donné, là, quand t'es couvre, là, tu fais comme, voyons, il se passe non rien ici. C'est vraiment dans le milieu, là, il y a un creux. Mais, tu sais, moi, si je le fais, j'imagine que les deux, on va être au hockey. Et là, sachant que les pros reviennent. Avec les gars de la Ligue nationale. Moi, je me suis tapé 2 tournois olympiques de moindre catégorie. Oui, de catégorie. Que j'ai beaucoup apprécié pour d'autres raisons. Exactement. Et je salue Max Noro, Max Lapierre, Desharnais qui a été un chic type avec moi pendant tous les Jeux de Pékin, alors qu'on voulait tout un peu se pitcher par la fenêtre pendant ces Jeux-là parce que c'était l'enfer. Max Noro, quel bon Jack aussi. Max Noro aussi. Il vient de prendre sa retraite. Oui. De joueur. Il est revenu de Suisse. Il est venu au podcast dans la saison 1, genre 2016. Un des premiers invités. C'est peut-être un cas d'un gars qui, s'il avait été plus tard, je sais pas, mais il y a peut-être un petit peu de mauvaise place, mauvaise époque, là. Puis une fois qu'il s'est bien casé en Suisse avec la qualité de vie, puis là, c'est ça. Fun. Le niveau est différent, puis à un moment donné, j'imagine que t'es juste plus là, mais s'il avait fait si tu l'as fait en entrevue, tu le sais certainement, mais il a fait un retour dans la Ligue américaine. Après quelques années en Europe, il me semble. Mais je me souviens qu'il y avait des éléments de malchance que je fais comme tabarouette. Faut vraiment que ça, tu sais que. Mais tu sais, il était au Minnesota, c'était un défenseur droitier offensif. Il y avait Brent Burns, je pense qu'il y avait Marek Zidlicki, genre, à l'époque aussi. Il y avait zéro place pour lui. Je me souviens que quand il y a des gars qui sont blessés, lui s'est blessé au même moment. Tu sais, exact. Puis un changement de direction. Les gens qui arrivent, ils se foutent un peu de toi. Bref. Exact. On sait pas qu'est-ce que ça aurait donné, puis je pense que lui, il s'en fout, là, mais aux Olympiques, il était vraiment toujours très bon. Mais tu sais, ces gars-là ont été extraordinaires. Kevin Poulin aussi, à Pyeongchang. Marc Barberio à Pékin. Barberio était là. Il y en avait plusieurs quand même. Puis juste pour ces histoires-là humaines, cette improbabilité de se retrouver aux Jeux olympiques. Tu sais, Desharnais, il me l'avait dit sans détour. Il dit, dans une clip épique, il m'avait dit, tu sais, on le sait tous qu'on est l'équipe M. Mais il me dit ça à TV, c'était écœurant, là. On sait tous qu'on est l'équipe M, mais on est content d'être ici puis on va se donner, puis c'était écœurant. Fait que j'ai vraiment eu du fun là, à couvrir ces tournois-là, mais de revoir puis d'avoir la chance, peut-être, je sais pas, mais de couvrir le tournoi sur place, ça serait écœurant. Tu sais, Crosby, je pense que ça l'a donné un sens pas dire à sa vie, parce qu'il en avait déjà un, mais en tout cas, son timeline de retraite, c'était comme, OK, 2026, ouais. C'est sûr qu'il joue au moins jusque-là. Avec Crosby, McDavid, Bedard, mettons, juste comme McKinnon, les 3 prodiges. McKinnon, tu sais, ça on l'oublie, mais tu sais, Cale Makar. C'est plus devant le filet, là, que ça va être... Au moment où on se parle, on pourrait même pas dire qui est le numéro 1. Puis on peut en nommer 3 pour les Américains. Non, les Américains, c'est autre chose. Puis les Américains vont être les Russes. Mais s'ils sont là, les Russes, est-ce que les Russes vont être là? Et pensons aux Français, parce que si les Russes ne participent pas, sont encore bannis des Jeux olympiques, c'est la France qui passe. Là, mais ma question est la suivante, parce que c'est arrivé aux derniers Olympiques, quand les Russes étaient bannis, il y avait eu les athlètes... pas bannis. C'est ça, OK, c'était la fédération. C'était les athlètes olympiques de Russie. Exact, mais là... Mais à Pyeongchang, ils ont gagné l'or contre l'Allemagne dans une finale épique, puis... On salue Jochen Hecht. Étais-tu là, Joshan? Non, il était en retraite, je pense. Jochen Hecht? Oui, il était complètement retraité, mais je pense en 2018, il jouait plus, là. Mais non, je parle parce que je sais pas si c'était lui ou Marco Sturm qui était dans le staff. Sturm était dans le staff. Ah, OK, c'est ça. Sturm était dans le staff. Mais bref, puis les Russes, c'était Datsyuk qui était là. D'ailleurs, j'ai perdu toute estime pour Pavel Datsyuk, qui était comme mon joueur préféré ou presque. Kovalchuk était là. Pourquoi Datsyuk? Nikita Nesterov était là. Ben, c'est parce que les gars, les Russes, il y en a pas un qui voulait me parler. Tu sais, comment ça fonctionne la zone mixte au hockey? Quand le match est terminé, tout le monde défile dans le même corridor, donc ils passent tous devant toi. Tu sais, c'est la même chose au championnat du monde, puis junior, tout ça, c'est la même affaire. Fait que là, t'essaies de les arrêter. Puis tu sais, quand c'est des Canadiens, ben souvent t'as une touch avec eux avant, ou il y a des gens des employés là de l'autre bord qui peuvent t'aider des fois un peu, mais tu sais, les Russes, ils s'entorchent. Ouais. Fait que là, des fois, mais comme solide, tu sais. Puis là, Nikita Nesterov avait fait un court séjour avec le Canadien. En fait, il jouait pour le Canadien. Je m'en souviens. À ce moment-là, il me semble. Je pense que oui. Ou l'année d'avant. Ouais, je pense que l'année d'avant, il était... Il avait 26 ans, mais il avait l'air d'en avoir 55. Ouais, ben, il avait peut-être trafiqué la date de son passeport. Comme tous les Russes. Mais là, Nesterov, il passe devant moi, puis il est comme, no English. Puis comme, d'autres, je te couvrais l'année dernière dans le vestiaire du Canadien, tu sais. Puis il se retourne, puis il est comme, puis il s'en va. Donc, je suis OK. Puis là, à un moment donné, après la demi-finale, je pense que j'ai réussi à... Kovalchuk est plus d'adon. Ouais. Il s'arrête.
Puis je travaille fort avec les gens d'OBS, là, qui sont les gens des services olympiques, si on veut, là, pour qu'ils m'arrêtent Pavel Datsyuk aussi. Parce que moi, j'étais en entrevue avec Kovalchuk. T'sais. Fait que ils le font. Ils réussissent à arrêter Pavel. Mais là, Pavel, il faut qu'il attende. Là, parce que moi, je suis en train de parler avec Kovalchuk. Puis là, il est comme à côté. Là. Puis fait que là, je fais la petite entrevue avec Kovalchuk. Je vois qu'il tape du pied, puis qu'il s'impatiente, puis tout le cas. Puis quand Kovalchuk a fini, il s'en va. Moi, faut que je traduise. Parce que c'est en anglais, puis on est comme live, ou je sais pas si on est live, mais peu importe, faut que je traduise. Fait que je me retourne devant le Kodak, tu sais. C'est comme si je snobais Pavel, qui lui... Il est parti, stand-by. Non, mais il est là. Là, je suis en onde. Puis il me poke avec son gars. Là, je suis en train de traduire, puis là, dans ma tête, je suis comme, hey man, je vais t'égorger, là, tu sais, c'est comme... Pardon pour le terme, mais non, j'étais pas content. Puis là, il m'a poké longtemps. J'ai fini la trad un peu en panique. Là, je me retourne vers lui. Ah, t'es avec Pavel Datsyuk. Là, je pose une question, il répond un mot. Je fais comme OK, ouais, OK. J'en pose une deuxième, 2-3 mots. Merci beaucoup, Pavel. Et depuis ce temps-là, il a baissé dans mon déjà qu'après 10 ans dans la ligue, il parlait en anglais très approximatif. Là. Après, je sais pas combien de Lady Bing. Mais tu dis, des fois, il y en a qui font exprès de pas trop parler, comme Markov. Puis, ça les arrange. Yemelin faisait semblant de pas très bien parler, mais il comprenait très bien. Mais oui. Parce que là, il était fin, Alexis, par exemple. Ouais. Moi, je l'aimais bien. Vous avez perdu vos préférés, là. Kovacevic, ton préféré que... Tu m'as déjà dit, Alex, si le Canadien pouvait le signer 12 ans, ce gars-là, je jaserais pendant... D'un point de vue... humain. Humain et journalistique, c'est sûr que Kovacevic... Puis Harris aussi, là... oui, quel gars. Ouais, honnêtement, ça, c'est deux gars avec qui c'était super agréable de jaser. Tu sais, Kovacevic, ça reste que c'est un gars qui a un bac en génie. Tu sais, oui, c'est des bonnes têtes. Il a une histoire intéressante, il a une super bonne tête. Quand tu lui demandais de disséquer un aspect de la game, il aimait ça. Tu sais, il t'en donnait, il était toujours très généreux. Peu importe le sujet, en fait, là. Mm-hmm. Même si des fois les questions étaient malhabiles ou, tu sais, il était toujours fin. C'était vraiment un bon garçon. Puis Harris aussi, tu vois qu'il a été bien. C'est un bon garçon de bonne famille, bien éduqué. Tu pouvais parler avec Jordan Harris, des droits civiques aux États-Unis, du racisme, peu importe là. Tu pouvais jaser avec lui de pas mal n'importe quoi. C'était un garçon cultivé. Puis c'est sûr que c'était le fun. Là. C'était deux bons interlocuteurs, mettons. Dans la fois que tu es venu au podcast Godino, tu travaillais pour Athletic. Oui. Parce que je vois le temps qui passe, puis j'ai des affaires que je vais vous parler. Ta vie a changé depuis? N'est-ce pas? Elle avait été à Athletic 6 ans, je pense. Ouais. Vrai. Et puis là, c'était la nouvelle affaire à ce moment-là, Athletic. C'était pas encore, ça n'a pas été racheté. C'était vraiment encore le new shiny toy. Mm-hmm. Ça a été acheté par le New York Times. Exact. Et t'as été congédié, c'était quoi, il y a 1 an, 2 ans? 1 an. Il y a 1 an. Ouais. Raconte-moi un peu, moi je sais pas c'est quoi. Raconte-moi ton congédiement. Comment ça s'est passé? Le feeling de se faire congédier, c'est pas quelque chose que j'ai pas d'emploi, fait que je peux pas le savoir. Mais genre de se faire dire, hey, it's over. Surtout que t'étais parti de la presse, t'avais quitté une certaine sécurité pour ça. Ouais. Raconte-moi un peu ça. Ben, écoute, de la même manière que des coachs qui disent qu'ils se font embaucher pour se faire congédier. Moi, je savais que le projet de The Athletic, à un moment donné, allait se terminer. Oui, en l'acceptant au début, ça? Ou peut-être pas, mais assez rapidement. Quand le New York Times l'a acheté? Ah non, ça, bien avant ça. Okay. Bien avant ça, parce que j'étais le seul employé francophone de la boîte après la pandémie. Avant la pandémie, on était 3-4, là. Ouais. Mais post-pandémie, j'étais tout seul, puis j'étais un peu tout seul sur mon île. Alors, je travaillais en vase clos. Il y avait une seule personne dans toute la boîte qui était capable de lire ce que j'écrivais, puis c'était Harpin. On se traduisait l'un et l'autre. C'était très petite équipe, mais il n'y avait pas vraiment de viabilité à long terme. Tu sais. Puis, j'avais pas senti vraiment de véritable intérêt de leur part d'investir pour essayer de percer davantage le marché à Montréal, du moins le marché francophone. Fait que je voyais un petit peu l'écriture sur le mur. Donc, mais en même temps, t'es jamais préparé, même si tu dis, ben là, il y a un côté cynique ou désabusé en moi qui me disait, bon, ben, à un moment donné, ça va arriver. T'es jamais vraiment préparé à ça.
Puis finalement, ben écoute, je suis revenu du Combine où j'avais eu une très bonne semaine au Combine. Là, j'avais ramassé des bonnes histoires. J'avais écrit un truc sur pourquoi le Canadien fera pas l'acquisition de Pierre-Luc Dubois, puis surveiller les Kings, puis tout ça. Puis j'avais eu du bon matos. Là. Puis finalement, je me log sur mon ordinateur genre le lendemain de mon retour, puis finalement, j'ai pas accès à mes outils. Et puis c'est comme pour ça. vrai? Ouais. Tu m'as jamais dit. Oh! Ouais. C'est comme ça que tu t'as eu la peste à l'oreille? Ouais, c'est ça. C'est le timing est bizarre aussi. Comme ça que j'ai su. Tu Puis là, reviens du Combine, tu te prépares pour aller au draft. 10 jours avant le repêchage, mais bon. Fait que, mais tu sais, le New York Times avait acheté The Athletic l'année précédente, avait dit, ben là, on procédera à aucune coupure, on veut analyser, regarder comment la boîte fonctionne, etc. Mais à un moment donné, c'est clair qu'ils allaient identifier exactement qu'est-ce qu'ils veulent faire avec cet outil-là, quelle va être leur stratégie, puis qui va en faire partie, qui n'en fera pas partie. C'est sûr que le New York Times, qui est le plus grand quotidien aux États-Unis, peut-être un des plus prestigieux au monde, avoir un gars qui écrit sur le hockey en français au Québec... C'était facile à couper. C'était facile à couper. Mm-hmm. Est-ce que Harpin, tu penses que lui, ça lui a fait dire, peut-être que moi, tout ça, est-ce que c'est plus fragile ou... Ben écoute, on a été 20 à perdre notre emploi le même jour. Là, je sais pas, t'es seul. Non, c'est ça. Fait que c'est sûr que tout le monde a compris la fragilité de la chose puis que personne n'était véritablement à l'abri à partir de là, mais je veux pas répondre au nom d'Harpin non plus. Est-ce que quand ça s'est fini, tu t'es dit, je suis encore un journaliste sportif, je me retrouve un job, ou tu t'as considéré changer de... Non, j'y ai pensé, écoute, 3-4 jours, mais j'avais l'impression, le feedback que j'ai reçu a tellement été positif que je me suis dit, c'est sûr que je vais me trouver quelque chose. Mm-hmm. Puis comme de fait, écoute, Radio-Can m'a appelé, ça a pris une semaine. Ah ouais, hein? Fait que ça a pas été long du tout. Ça a pris du temps avant que nous, on l'annonce. C'est pas à cause de Gasker? Non, j'ai rien à voir là-dedans. Non. J'ai rien à voir là-dedans. Parce que l'étonnement peut venir du fait qu'à chaque fois, c'est dans ce qu'on entend parler de Radio-Canada Sport, dans les nouvelles, c'est parce qu'il y a des coupures. Ouais. Exact. Fait que eux, il y a un an, face comme, hey, on va engager quelqu'un d'autre. Ben, c'est ça. Moi, honnêtement, j'ai pas... T'étais contre, là? On m'avait dit J'étais contre, exactement. Moi, j'ai milité pour pas qu'il soit il me trouvait lourd. Ouais. Tu disais, est-ce qu'on vraiment son salaire leur diviser au monde qui sont gars-là, ça avait mal passé? Non, mais honnêtement, j'aurais pas cru qu'on aurait engagé un autre gars mais en même temps, dans ma vie personnelle, ça pouvait pas mieux tomber à ce moment-là. Ouais. Là, fait que j'ai accueilli ça à bras ouverts. Mais non, c'est ça, j'ai absolument rien à voir là-dedans. C'est vraiment la direction qui a pris cette décision-là. Mais même si, tu sais, j'ai passé 6 ans chez The Athletic, je regrette pas du tout mon move, tu sais, parce que même si je sais qu'il y a du monde qui m'ont traité de fou quand j'ai quitté la presse, mais ça a vraiment élargi ma palette. Ça a fait de moi un meilleur journaliste, d'être capable d'écrire sur plusieurs tons différents, d'être capable de jouer du genou avec la chronique, tu sais, puis vraiment de me structurer moi-même mon travail, d'être à la fois tu sais, j'étais mon propre boss d'une certaine manière. Alors puis j'avais un champ d'action qui était beaucoup plus large que ce que j'avais à la presse, c'est ça que je cherchais. Puis je le regrette pas du tout, tu sais, mais à un moment donné, même si l'aventure s'est terminée après 6 ans, on est dans une business en ce moment où c'est fragile partout. Puis personne ne peut avoir le luxe de se dire, dans 5 ans, je serai encore à telle place. On peut pas le savoir. Puis le fait que là, tu es à Radio-Canada Sport, puis que là, cet été, il y a quelques-uns de vos collègues qui ont été... Ils sont partis à la retraite. C'est ça. Mais on les a encouragés à partir à la retraite. Gentiment raccompagnés. Est-ce que tu dis, Colin, un an plus tard, je me retrouve encore dans un bateau fragile, déjà? Écoute, on va voir ce qui va arriver. Là. Je sais pas. C'est quoi votre feeling? Honnêtement, on n'en a aucune idée. Là. Tu sais, ce qu'ils ont annoncé, c'est que le département en tant qu'entité indépendante, si on veut, pour l'instant, existe plus. Donc, on est récupéré par le secteur des nouvelles. Mais tu sais, c'est déjà arrivé par le passé. N'existera plus. N'existera plus, ouais. Ben oui, parce qu'à l'heure actuelle. Non, ben c'est ça. Ben, il existe encore, là, mais dans le fond, c'est parce qu'il y a des patrons qui sont partis aussi, tu sais, fait qu'il y a beaucoup de changements. Alors, mais je sais pas à quel point même c'est défini à Radio-Can qu'est-ce qui va advenir de tout ça, là, tu sais. Peut-être que oui, là, mais je suis pas certain que tout est encore défini, tu sais, beaucoup de choses en l'air, on verra. Mais
pour te dire que ça, c'est pas la première fois que ça arrive. Au début des années 2000, il avait mis la hache dans le département des sports pas longtemps après qu'il ait perdu les droits du hockey. Okay. Donc, la soirée du hockey, je pense que de mémoire, c'est en 2002, la dernière année de la soirée du hockey. Donc, 2003, le département des sports de Radio-Can a disparu. Ils ont été rapatriés par les nouvelles. Mais il y a du sport qui se faisait quand même. C'est peut-être juste un peu différemment. Il y avait sûrement moins de monde. Là, j'étais pas là à ce moment-là, on s'entend, mais et puis après, à un certain moment, ils l'ont relancé. C'est sûr que c'était une autre époque, mais ils l'ont relancé en 2007. En 2014, il y a eu des coupures. Moi, j'y étais passé à ce moment-là. Le département est passé de 60 ou 70 à 18 personnes. T'avais été coupé? Ouais, j'étais un surnuméraire, là. À peu près tout le monde avait été... il y avait plus de place. C'est pas vraiment tant des congédiements plus que il y a plus d'heures, c'est fini. Faites autre chose. Là, c'est ça, tu t'es ramassé à couvrir la finale de la Coupe Stanley cette année, puis ça m'avait marqué parce que tu t'es dit moi je suis là parce que c'est les nouvelles qui m'envoient. Ouais, ça c'est des débats internes là, de Radio-Can en termes de qui paye pourquoi. Dans le sens que tu étais là pour le téléjournal, c'est ça que je veux dire. J'étais là plus pour les nouvelles, effectivement. Quand tu dis on est récupéré par une nouvelle, c'est que c'est... tu vois, ça, de ce que j'ai compris, ça, c'était une décision des nouvelles, effectivement. C'est ça. Donc, c'est pas qu'il y aura plus de sport nécessairement. Non, c'est ça, mais c'est que je trouve que ça donne une idée de la logistique puis comment ça fonctionne un peu à l'interne entre Radio-Canada Sport puis les nouvelles, tu sais. Exact. Un autre mais ça reste qu'on prenait, tu sais, à bien des égards, nos propres décisions. Okay. C'est un département indépendant, là. Puis, là, ça devrait changer. Dans l'espèce d'écosystème actuel, tu sais, là, vous avez parti un podcast avec Tellement Hockey, tu sais, je pense. Ouais, ça fait quelques années, là. Toi, c'est ta combienième année? C'est notre 9e saison. Fait que c'est notre 7e, nous autres. Ah ouais? Déjà. Puis, vous allez chercher un autre public, j'imagine. Tu sais, mais l'espèce d'offre de Radio-Canada dans l'espèce d'écosystème actuel avec les podcasts, les Abs TV de ce monde. Comment vous voyez un peu l'espèce de marché, l'offre, puis l'espèce de complémentarité, on dirait, de toutes ces affaires-là, genre, si on veut? Pour survivre là-dedans, faut que tu apportes autre chose, là. Faut que tu te démarques. Marc-Antoine, t'avais une bonne... pas dicton, mais une bonne expression là-dessus, là. C'est quoi? C'est... Be the first, be the first, c'est ça. Be the first, be the best, or be different. Ouais, c'est ça. Je pense que pour nous, puis pour bien des gens, la survie passe par be different, là, tu sais. Parce que les insiders vont vouloir être the first à mais il y en a, tu sais, des insiders, il y en a très peu. 6, là. Ouais. Exact. Puis ils sont pistonnés par les gens de la LNH ou peu importe. Tu ne pourras jamais compétitionner avec les autres, là. Non. Mais, écoute, la question que tu poses est excellente. Je pense pas qu'elle ne concerne nécessairement que Radio-Canada. En général, le journalisme la couverture du hockey, la couverture, l'intérêt du Canadien n'a jamais été aussi morcelé. En fait, l'offre pour les fans n'a jamais été aussi morcelée. Puis, depuis, entre autres, l'avènement de la loi C-21 qui fait en sorte qu'il y a comme le bras de fer entre le gouvernement et c'est quoi la loi C-21? En le fond, c'est que tu peux, tu sais, entre autres, les organes d'information ne peuvent plus diffuser sur Facebook. Oui, OK, oui. En fait, c'est Meta qui bloque, là. Ouais, c'est ça. Exactement. Au Canada, oui, parce qu'il y a parce qu'ils demandent les redevances, là. Exact. Voilà. Alors ça fait en sorte que la diffusion du matériel journalistique est plus compliquée parce que les gens utilisent beaucoup les médias sociaux, mais si, mettons, Radio-Canada est pas capable d'envoyer, de diffuser son matériel en disant venez sur notre site, puis on passe par les réseaux sociaux pour le faire, là, on rejoint moins de monde de cette manière-là. Et c'est morcelé parce que il y a les médias traditionnels qui continuent de couvrir l'équipe, qui continuent d'être dans le vestiaire à tous les jours, qui continuent de payer pour aller sur la route pour couvrir cette équipe-là et produire du matériel, que ce soit vidéo ou audio ou écrit. Puis après ça, tu as toute une constellation de sites de seconde main, des sites piranha, j'ai vu cette expression-là plus tôt cette semaine, de gens finalement qui prennent ce matériel-là. Les agrégateurs de contenu. Oui, tout à fait. Copier-coller. Et finalement, ils les ramassent. Ils ramassent le clickbait, puis tu sais, mais finalement, ils vont te donner le crédit dans leur texte, mais le mal est fait, là. Le mal est fait parce que eux, ils auront mis pendant longtemps, ils donnaient pas le crédit aussi. Oui, il y en a qui le donnaient pas. Ouais. Mais il y en a qui le donnent. Vous ne devinerez jamais ce que Marc-Antoine Godin a dit de Patrick Lyonnais. Mais à partir du moment où ramasse le matériel, trafic, pareil. Là. Exactement, puis il ramasse les pubs. Il ramasse la pub qui va avec. Fait qu'eux autres, ils ne sont pas sur place. Ils n'ont pas de dépenses
de déplacement ou quoi que ce soit. Eux, finalement, ils prennent le matériel que d'autres ont fait, ils rafistolent un petit peu, ils ajoutent un titre accrocheur, puis après ça, ils sont pas soumis, eux, à la loi C-21, donc eux autres, ils vont pouvoir diffuser leur matériel sur les médias sociaux. Ni aux règles déontologiques. Tu les vois, ça non plus. Surtout, hein. Ouais. Alors après ça, ben eux autres, ils nous regardent puis ils font mais là, c'est qui a pas raison, tu sais, puis ils peuvent bien faire leur smart puis dire on fait plus d'argent que vous, mais you bet que vous faites plus d'argent que nous, tu sais. Mais ça fait en sorte que je pense pas que les gens soient très bien servis parce que c'est une, tu sais, cette course-là vers l'appropriation de la pub, c'est une course de clics, puis c'est un drainage vers le bas. Alors, étant donné que les fans, je pense qu'il y a quand même un bassin de fans qui est suffisamment large pour se dire, coudonc, la viande est où? Où est-ce qu'on peut avoir notre matériel puis avoir des sources qui sont dignes de confiance, du journalisme sérieux, je vais apprendre des affaires en allant là, puis ça va être le fun. Tu sais, il y a quand même un public qui doit, dans la multitude de fois où ils ont cliqué une place puis on dit finalement je viens de perdre 40 secondes de mon temps où on m'a niaisé, quand le même site ça fait 6 fois qu'il te niaise, peut-être que tu vas apprendre ta leçon et dire j'irai pas là. Alors nous on se targue d'être une place qui demeure un phare, un peu probablement un endroit, je dirais pas contre-intuitif, mais en matière de hockey, les gens, je sais que c'est pas le premier réflexe. C'est pas le premier réflexe de dire ah oui, les Canadiens, Radio-Canada, mais en même temps, tu sais, je pense qu'on donne du bon contenu là. Ben, vous créez votre niche si on veut. Puis je pense que le podcast, ceux qui nous suivent le disent là, tu sais, oui, le podcast doit aider aussi, mais qu'on a une bonne équipe puis qu'on réussit à se démarquer. Tu sais, je suis vraiment d'accord avec tout ce que tu as dit, sauf peut-être l'aspect quand tu dis les gens sont pas si bien servis, ça dépend où ils regardent parce que je pense que jamais ça dépend de ce que tu cherches aussi. C'est ça. Ouais. Il y a pratiquement jamais eu autant de bons contenus sur le Canadien que, tu sais, si tu compares avant, là, tu sais. T'as The Athletic, t'as plein de gens qui font leur travail avec sérieux, tu sais, la presse, des super bons journalistes là. Il y a nous autres qui, je pense, font bien leur travail aussi, tu sais. Il y a quand même, mais il faut que tu saches où aller chercher, puis c'est ça, il faut que tu aies envie d'avoir un petit peu plus de contenu. Est-ce que la manière dont tu écrivais des articles pour Athlétique, c'est quelque chose que tu as amené avec toi à Radio-Can ou t'es revenu à une autre approche? C'est quoi la différence? C'est un peu un compromis. C'est un peu une espèce de format hybride entre ce que je faisais à la presse et ce que je faisais chez The Athletic. Ouais, parce que t'as plus de liberté qu'à la presse, quand même. Mais j'écrivais, tu sais, je sais que je suis le gars qui écrit le plus long dans le département des sports. Mes textes sont toujours plus longs que ceux d'Alex, sont plus longs que ceux de Martin. J'ai de la difficulté à passer sous une certaine barre, mais c'est quand même en moyenne plus court que ce que je faisais chez The Athletic. Puis tu sais, en même temps, je peux pas. C'est très clair, il y a une division qui est relativement étanche entre un poste de journaliste et un poste de chroniqueur. Puis chez nous, le chroniqueur, c'est Martin. Okay. Alors, Alex et moi, on est des journalistes. Fait que mais on peut analyser, par exemple. Quand on analyse, c'est sûr qu'on t'en permettre un peu plus. Exact. On donne notre, tu sais, on offre notre coup d'œil, on utilise notre accès, notre présence pour y mettre, exprimer notre perception des choses. Ça, c'est tout à fait normal. Au niveau de la forme aussi, des fois, je m'en permets aussi, puis tu sais, je joue davantage. Il y a des sujets, des fois, qui se prêtent plus à un type d'écriture qui est plus léger, puis d'autres, tu t'écris de manière beaucoup plus formelle, beaucoup plus, raconter la nouvelle de façon pyramidale, traditionnelle. Ouais. Alors, à travers tout ça, gérer coupable, ça, c'est pas rien. Ça, c'est sûr que ça, c'est un électron libre. Là. C'est qui récemment qui m'a dit, là, coupable, là, faut qu'il arrête. Quelqu'un qui m'a dit, j'écoute leur podcast, j'aime ça, mais là, coupable, sacrément, là. Qu'il arrête de, c'est parce qu'il est tout le temps en train de self-deprecating, là. Il était comme, ouais, non, ça, moi, je lui ai dit. Comme, là, décroche, le podcast fait 7 ans. Quelqu'un m'a dit ça récemment. Ça, je lui ai dit qu'il est toujours en train de dire. Ah, moi, j'étais un épais. Ok, on va écouter Martin. Il joue comme trop la carte du gros niaiseux, là. Il l'a exploité en titi, là. On le sait. Oui, t'es gros, t'es niaiseux. Mais. T'es chauve, t'as de la barbe, mais. On peut se passer un autre appel. C'est ça. Comme un peu toujours surpris de j'ai encore la gig, pourquoi? Ouais, là, t'es là depuis 7 ans. Je peux pas vous laisser partir sans parler un peu des Habs. Oh, ouais, mais ouais. Quand même, qu'est-ce que vous avez le plus hâte sur lequel vous avez le plus hâte d'écrire ou qui vous excite le plus de, j'ai pas une bonne formulation parce que moi, je parle pas vraiment français. Mais, ouais, qu'est-ce qui vous excite le plus de découvrir cette année? Quelle trame narrative vous êtes? Bon, j'ai hâte de voir comment ça va se développer.
Ben moi, mon intérêt, c'est à la ligne bleue, d'abord et avant tout. J'ai hâte de voir quel jeune défenseur va émerger. Il y en a plusieurs qui sont là. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Puis il y a des choix, pratiquement des choix éditoriaux qui vont devoir être faits pour pouvoir dire par qui on commence. C'est parce que éventuellement, c'est sûr que Hudson va avoir sa chance, Mailloux va avoir sa chance, Ryan Backer aussi. Du côté gauche, il y a aussi des jeunes défenseurs qui veulent s'implanter, mais tu peux pas avoir tous ces jeunes-là en même temps. Fait que par qui ils vont commencer, qui va émerger au départ, ça va être intéressant. Puis ça va donner aussi un genre de définition du type de ligne bleue que le Canadien va avoir. Tu sais, on s'imagine que parce qu'il y a plusieurs espoirs, ces gars-là vont tous s'épanouir puis arriver au maximum de leur potentiel. Ben c'est pas le cas. Il y en a qui vont foirer. Puis mais lesquels vont réussir. Pour moi, ça c'est quelque chose qui est super intéressant. C'est sûr que je sais que les fans attendent Lane Hudson de pied ferme parce qu'il est spectaculaire à avoir joué. Pour moi, ça demeure 50-50 à savoir si ce gars-là va réussir à faire carrière dans la Ligue nationale. Tant que ça. Ben c'est loin d'être acquis. C'est un peu. Ça dépend. Il va trouver que ça arrive vite dans le coin de sa zone. Il y en a combien des défenseurs de sa taille dans la Ligue nationale? De son poids, je pense qu'il n'y en a aucun. De son poids, je pense que ça serait loin. Puis Spurgeon est plus léger. Il a à peu près le même poids. C'est ça. Il est plus petit un peu, Spurgeon, c'est pas-tu? Je pense qu'il est 5 et 10. 9. Okay. Fait qu'il est à peu près... dans les mêmes eaux. Mais tu sais, tout ça pour dire que... C'est rarissime. C'est rarissime, ouais. Puis Krug a une garnotte. Ce que Hudson n'a pas. C'est une autre affaire, Hudson. Ouais. Krug est quand même beaucoup plus massif. Il est plus raide un petit peu. Là. Ouais. Hudson a encore l'air d'un petit gars. Turtle Krug doit avoir plusieurs centaines de games NHL à son actif. Là. Il doit avoir un 500 minimum. 6, 7, 8, moi je dirais. Un qui m'intrigue, moi, Justin Barron. M'intrigue énormément. Je sais pas à quel moment tu vas publier l'épisode de ce podcast aussi, mais moi, honnêtement, Justin Barron, je serais surpris qu'il soit encore avec les Canadiens au premier match de la saison. Ah ouais, à ce point-là? Ouais. Pourquoi? Ben, parce que il va être, à mon sens, il va être victime du nombre. Puis, je le verrais très bien juste être pas tout à fait capable de s'affirmer suffisamment au camp d'entraînement pour dire « Hey, cette place-là est à moi. » Puis s'il est victime du nombre puis qu'on veut donner la chance à quelqu'un d'autre, ben là, ça implique nécessairement qu'il soit soumis au ballottage pour être cédé à Laval. Puis je pense que s'il est cédé au ballottage, un jeune défenseur droitier qui a quand même un bon potentiel, il y a une équipe qui va prendre une chance. T'sais. Alors c'est pour ça que est-ce qu'il va être parmi les 6 défenseurs? Je serais surpris. Mais en même temps, le Canadien, cette organisation-là déteste perdre des actifs pour rien. Donc, il serait du genre, ils ont gardé 3 gardiens pendant 12 ans avant de s'en départir. Puis, il serait du genre à le garder dans le giron des 7. Même si c'est pas lui nécessairement qui mérite le plus la place, tant qu'ils n'auront pas réussi à trouver un petit quelque chose qui fait l'affaire de Kent. Alors que Struble peut redescendre. Exact. Sans passer par les waivers. Et même, je pense, Jacky peut. Puis, on s'entend qu'il va en avoir 2 ou 3 qui vont se blesser anyways, comme à chaque saison. Exact. Donc, moi, je serais pas surpris, donc, qu'il commence à Montréal, mais là où je rejoins Marc-Antoine, c'est qu'il apparaît complètement comme, le joueur de plus. Un joueur dont tu peux te départir, là. Tu sais, un peu c'est comparable à Jordan Harris, où Harris, on savait pas trop qu'est-ce qu'il pouvait devenir, c'était quoi son identité. C'est quoi sa grande qualité. Exact. C'est quoi sa qualité dominante, puis en quoi il devient un élément essentiel de ta brigade. C'est pourquoi il faut que tu le gardes. Puis il n'y avait pas vraiment la réponse à ça, puis je pense que ça va être super difficile pour lui aussi de percer à Columbus. Ça sera pas simple. Et Barron, qui a des qualités pas exactement pareilles, mais semblables quand même. C'est peut-être plus offensif, son intelligence du jeu est peut-être moindre. Mais quand même, on le trouve, il semble un peu être assis, justement, pour revenir ses chaises, là. Il est un petit peu en 2 puis 3, C'est son intelligence, moi, que je trouve difficile à évaluer. Des fois, tu vois des flashs du gars qui était pêché en première ronde, puis qui a le coup de patin, puis qui a la taille, puis qui a la shot, puis des fois, t'es comme... Son IQ, je trouve que c'est plus une lacune qu'une force, là, jusqu'à présent, de ce qu'il m'a montré. Oui, mais sachant que... Ça m'énerve, parce que Charles, le jour où Pellerin a sorti un bon comparatif de développement, puis j'étais comment, c'est vrai que parce qu'il a juste 22 ans, là, peut-être 23 maintenant, là, mais... 23, mais tu sais, avec Savard qui s'en va à droite dans les
minutes du deadline, là, tu sais. Puis ça serait fun que Goulet revienne à gauche, là. Il est toujours beaucoup plus à l'aise à gauche. C'est un peu tannant pour lui. Je me dis, tu sais, il y aurait le beau jeu, là, tu sais, s'il est capable de prendre la place, Barron, de jouer, mais encore une fois, il y a Mailloux, il y a Runbacker à droite, il y en a d'autres, mais c'est ça, c'est lui que je trouve qui est le plus dur à évaluer dans 5 ans en disant on savait que Justin Barron y allait être. Ouais. C'est ça. Évidemment, tu as écrit même là-dessus, Marc-Antoine, Patrick Laine, l'été Kent Hughes. Ouais. Kent Hughes, c'est une espèce de raviver la foi. Kent, Laine, ça c'est polarisant comme débat. Tu sais, moi tu trouves? Nous on avait fait un podcast au mois de juin là-dessus quand son nom commençait à circuler, ou du moins on a fait un segment là-dessus, puis on disait tous les deux que c'était un beau risque, facile à prendre jusqu'à un certain point parce que juste 2 ans. Puis si ça fonctionne pas, c'est pas grave, le Canadien peut se le permettre. Donc ça devient un peu comme pas un automatisme, mais le mariage était bon là, clairement. Il y a quelqu'un qui m'a écrit qui travaille pour une équipe de la Ligue nationale qui m'a dit, tu sais, moi j'aurais pas touché à ça avec une pôle de 10 pieds. Peu importe ton contexte, peu importe ta capacité d'accueil salariale ou peu importe, ça vaut rien dans le vestiaire. Tu veux pas contaminer tes jeunes, tu veux pas qu'ils prennent une place sur le premier avantage numérique, par exemple, qui serait revenu à tel joueur qui là va être déplacé sur le deuxième. Quoique le deuxième, c'était en famélique l'année dernière, là, on s'entend. Alors, pour être le deuxième cette année, c'est correct. Oui, il y a de la place. Mais cette personne-là, qui est un homme de hockey, lui, tu sais, avait ses arguments pour dire que, en termes de personnalité, il en voulait pas, puis que un de ses plus grands défauts, au-delà des problèmes personnels qu'il a eu, puis quels étaient-ils exactement, c'est qu'il aime pas assez le hockey. Que c'est pas un gars, c'était son opinion, que c'est pas un gars qui aime suffisamment ce qu'il fait dans la vie pour atteindre son plein potentiel puis jouer au maximum de ses capacités. Tu sais, ça vaut dans toutes les sphères. Ben oui. Si t'aimes plus ce que tu fais, tu vas être malheureux puis ça marche pas. Donc ça c'est un point de vue, c'est une opinion. Est-ce que Laine avait perdu cette envie-là par épuisement, par dégoût, mauvaise place, mauvais moment, il s'entendait pas bien avec tel petit. Il y a toutes sortes de raisons qui peuvent expliquer qu'à un moment donné, t'es plus bien dans ton milieu de travail. Là. Peut-être que c'est ça, puis peut-être que ça peut revenir. Puis à ce moment, ça reste que ce gars-là, il a déjà marqué 44 buts à 19 ans, puis on sait puis 36 à sa saison recrue, puis on le sait qu'il a le potentiel pour le faire. C'est sûr que c'est un petit peu évident de nommer ça comme histoire à surveiller là, durant la saison, mais moi, il y a ça, mais c'est plus à quel point le Canadien va se sentir à l'aise avec son talent à l'attaque. Est-ce qu'il considère, mettons que Laine a une bonne saison, puis que Dak est en santé et tout, puis qu'il continue sa progression, est-ce que le Canadien va considérer qu'il y a suffisamment de talent de pointe à l'attaque pour attaquer un autre chantier ou poursuivre sa reconstruction ailleurs? Parce que c'était pas mal un des chevaux de bataille là, de Kent Hughes quand on l'avait rencontré l'année dernière. Moi, mon oncle d'attaque, c'était il vous manque de talent de pointe à l'attaque, c'est vrai depuis 25 ans avec le Canadien, comment vous allez faire, tu sais? Puis évidemment, il a nommé repêchage, puis tout ça, puis peut-être éventuellement joueur autonome quand le temps est venu, mais il y a d'autres façons, disait-il, d'en trouver, tu sais? Puis lui et eux, je devrais dire, Gorton et l'organisation en général, identifié du talent qui a été sous-évalué ailleurs, sont un peu en train d'en faire leur marque de commerce, là. Alors, étant donné que je considère que c'est peut-être une des dernières années de la transition actuellement, puis qu'il y a des bonnes chances, dépendant de comment ça se passe cette année, qui appuie sur l'accélérateur l'été prochain, c'est ce que je vais surveiller. T'sais, à quel point le Canadien démontre qu'il y a peut-être suffisamment de talent à l'attaque ou pas loin, qu'ils considèrent qu'ils sont pas loin à l'attaque en termes de talent brut pour marquer des buts, principalement pour passer à la vitesse. Les médias s'en viennent dans un an. En plus. Puis on parlait de Barron en défense. Moi, dans la même suite d'idées, en l'attaque, c'est Newhook. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y a. Alex Newhook. Qui avait très bien fini la saison au centre, d'ailleurs. Puis qui a eu même ça a été coupé là, par la cheville, mais son point per game était son meilleur. Après ça, est-ce que c'est au centre, c'est à l'aile? Je sais pas, mais c'en est un que sur 82 matchs, il arrive, là, je pense, c'est quoi la magie de la 4e année? Ou en tout cas, il est dans ces eaux-là, lui, avec les blessures, si on additionne. Ouais, c'est un 2019, là. Donc, comme Caulfield, là. Ouais. Exact, de l'éclosion. Fait que c'en est un autre à surveiller. Marc-Antoine, il faut qu'il s'en aille bientôt, je pense. Marc? Ouais, mais je veux dire un truc, juste en terminant sur Patrick Laine, c'est que
je trouve que c'est intéressant le point de vue que tu t'es fait donner, Alexandre, par rapport à son amour, à son attitude, sa passion. Ouais. Puis le fait qu'il y en a qui veulent pas l'avoir dans leur vestiaire, ça je comprends ça. Mais à un moment donné, il y a aussi le fait que ce gars-là, il arrive à sa 3e équipe dans la Ligue nationale. Je me souviens très bien, avant son repêchage, c'était un gars qui était extrêmement confiant en ses moyens, borderline cocky. Ah oui, il était arrogant. Là. Il disait que je vais être meilleur qu'Austin Matthews, puis je vais aller leur faire regretter. Puis... Et puis tu sais, là, probablement, là, il a passé plusieurs mois sur le programme de soutien aux joueurs. Puis il a fait, de son propre aveu, beaucoup de travail personnel. Puis il a eu le temps de réfléchir à ce qui se passait. Puis au strict plan sportif de sa carrière, il a passé le mi-chemin de sa carrière. Puis là, il doit se dire, OK, je ne suis pas arrivé du tout. Je suis pas la personne que j'aurais pu être. Et si il a le moindrement d'ambition d'être ce qu'il perçoit qu'il peut être, ben le Canadien a fait son acquisition au bon moment. Mm-hmm. Parce que là, il se dit, OK, là, j'ai besoin d'un nouveau départ pour pouvoir arriver à mes fins. S'il est sincère là-dedans, ben un gars qui revient, qui a retrouvé le plaisir de jouer, qui revient avec l'esprit libre, qui va jouer dans une équipe où il a envie d'être, où il va être bien accueilli, puis qu'en même temps, ben il sait qu'il n'est plus de shit là. C'est encore un gros nom, mais il peut pas se permettre de débarquer dans le vestiaire puis de dire c'est moi le kingpin. Il est plus là dans sa carrière. Alors, je pense qu'il y a quand même le fait qu'il ait été obtenu avec un choix de 2e ronde en retour de Jordan Harris, c'est une leçon d'humilité en soi. C'est toute la ligue qui lui envoie un message. C'est qu'ils ont payé pour que le Canadien, c'est comme un salary dump presque. Complètement. Ben oui, parce ils ont payé pour que le Canadien, c'est la seule équipe qui voulait prendre tout son salaire. Exact. Fait qu'ils ont payé pour accueillir le salaire de l'aîné. Fait que c'est en termes de leçon d'humilité, c'est une belle claque au visage. Puis par rapport à ce que tu disais, par rapport à son attitude, le vestiaire, je pense que tu as écrit un texte là-dessus, Marc-Antoine, mais c'est l'ultime test, parce que McKenzie dit, nous, on croit que notre vestiaire est solide pour accueillir ça. Tu as dit, c'est l'ultime test pour le jeune groupe de leaders mené par Nick Suzuki, de dire, est-ce qu'on est capable de gérer ce dossier-là, puis en tout cas de l'intégrer, parce que ça va passer par ça pour savoir. Donc, ça veut dire qu'il y a assez confiance pour que justement, ça contamine pas. Puis après ça, est-ce que ça va fonctionner ou pas, on va le savoir avec le temps, mais c'est quand même aussi, je pense, un vote de confiance êtes-vous capable de... Est-ce qu'on est capable de réparer le jouet? C'est un vote de confiance envers Nick Suzuki, les jeunes leaders, puis Martin Saint-Louis aussi. C'est-à-dire que toute la gang... Confiance aveugle. C'est une confiance aveugle en Martin Saint-Louis, c'est de dire, est-ce que es-tu capable de murmurer à l'oreille de l'aîné, puis tu sais, d'être... Du cheval finlandais. De faire quelque chose avec lui, tu sais. Basé sur l'expérience de Yoel Armia. Tu as été capable de murmurer à l'oreille de Yoel. Exact. Qui, à côté de l'aîné, a l'air d'un poney, là, parce que l'aîné est à 6'5". C'est 5. Mais il y a cet aspect-là de l'attitude, mais il y a aussi ce qu'on disait... Est-il heureux? C'est niaiseux de même, mais c'est la base. Où est son amour de la game, puis où en est-il dans sa vie? La question, où est son amour de la game par rapport à son amour de Fortnite? C'est ça que les gens... Il y a ça aussi, oui. C'est un passionné de jeux vidéo. Les gars, merci vraiment d'être venus. J'ai toujours pas, c'est tellement l'affaire, mais Marc-Antoine, quand Athlétique, le chapitre Athlétique c'est fini, j'ai dit là, Marc-Antoine, faut que tu commences à écrire parce que Marc-Antoine faisait des kinos à l'époque. Comme il faut qu'il écrive une série, faut qu'on pousse. De la même manière qu'on pousse pour que Coupal fasse un open mic en stand-up. D'ailleurs, on n'a pas abandonné le projet. Non. On revient, il faut que Marc-Antoine fasse il faut qu'il écrive soit série, film ou quelque chose. Marc-Antoine, j'ai des cartons dans mon bureau. Tu dis en cinéma. D'ailleurs, il y a un carton qui me perturbe en arrière de Marc-Antoine. Je suis sûr que c'est le même que Max Talbot. Le pénis de papa qui est écrit en arrière de ta tête depuis tantôt. Puis ça fait comme 45 minutes que je me dis, je vais le dire, là. J'ai eu quand Max Talbot est venu, il est comme, là, il y en a un qui me fait comme, j'ai un feeling, c'est lequel, il y a un pénis de papa, je suis comme, tu vas bien pour la première, pour savoir c'est quel numéro dans le show dès qu'il va arriver. Ouais, c'est une chanson dans le show. Ce qui me fait rire, c'est qu'au moment où on en parle, puis au moment où l'épisode va être diffusé, est-ce que dans le show final, cette tune-là va être encore dans le show? Je sais pas pourquoi elle met un Fred dans le show en ce moment, cette tune-là, mais ça va être bientôt. Bref, c'est une tune qui est dans le show, mais je sais pas si elle va survivre. Les boys, c'est quand que ça recommence tellement hockey? C'est votre plug? Mi-septembre. Septembre, c'est ça. Autour du ça va être recommencé, j'imagine, quand tu vas... Oui, parce que nous, on commence en même temps que la saison, fait que début octobre. Fait qu'écoutez-nous. Écoutez-nous. Vous êtes sur audio? Sur audio. Et sur YouTube. Et sur YouTube.
Et oui, parce que vous êtes maintenant filmé depuis quelques... Exact. Depuis mais vous n'êtes pas sur Spotify ou rien de ça. Non, ben c'est ça qui arrive. L'audio, leur contenu est exclusif. Ils rapatrient tout dans leur application. Donc, ça prend l'application audio. Ça peut avoir l'air rébarbatif parfois si vous l'avez pas à la base, mais ça prend vraiment juste 2 minutes là, à downloader. Puis c'est la caverne d'Alibaba. Il y a énormément de stock. Il y a vraiment du bon stock, effectivement. Oui, je dis toujours, audio, c'est le ratio par rapport au contenu puis à son accès inversement proportionnel. Tu sais, je veux dire, il y a du super contenu que le monde ne sauront jamais. Non, parce que c'est ça. J'ai fait New Richmond Montréal en écoutant toute la série documentaire sur Charlebois. Tout le monde à qui j'en parle ne savent pas. Celui de Beau Dommage aussi. Ben oui, j'ai écouté en 2 jours. C'est une de mes amies, Sarah Fortin, qui l'a réalisé. C'est super bon. Je l'ai écouté en 2 jours, je pense. Puis là, il y a celui sur Plume que je veux écouter. Il y a mon chum Olivier Arbour aussi qui te ressemble sommairement. Pas tant. Mais à cause des lunettes. Mais écoute, je pense que c'est les lunettes puis les cheveux parce que maintenant on avait exactement les mêmes cheveux grisonnants longs, mais c'est drôle que tu dis ça. On s'est fait confondre à de nombreuses reprises, puis pourtant quand on est à côté, on est comme man, on se ressemble pas pantoute, à part le style peut-être un peu, mais il était dans l'ascenseur de Radio-Can l'autre fois, puis le gars était comme en tout cas bonne chance pour le début de saison. ça va être le fun, tu sais. Puis moi, en sortant de Radio-Can, il y a un père qui m'arrête puis qui me dit merci beaucoup pour ton temps l'autre soir. Mon fils a vraiment apprécié. On a commencé à avoir la vue. Puis l'affaire d'Arbour dans l'ascenseur, c'est arrivé comme quelques jours avant. Fait que là, je suis comme, je pense, êtes-vous en train de parler d'Olivier Arbour, vous? Ouais, c'est pas toi? Non. C'est quand même drôle. Mais là, il a écrit un truc, il a publié, juste pour finir, je vais faire de la plug, une série documentaire sur le rap québécois, le rap d'ici. Rap Québec. Mais en même temps, t'as pas besoin d'aimer le rap pour aimer cette série-là qui est super bien réalisée, là, qui est super bien faite. Tu sais, c'est l'histoire des quartiers de Montréal des années 80-90. On va en Abitibi, partout à Québec, sur la rive sud, tout ça. C'est vraiment intéressant. Olivier qui a été affecté au badminton aux années il a trippé sa vie. Oui, juste fait un extrait de lui qui dit « Le monarque! » en parlant du Norvégien ou du Suédois, je sais pas. Dans tous les cas, merci les gars d'être venus au podcast. C'est toujours un plaisir. Et comme tout personnage qui a un arc narratif dans un film comme dans le podcast, Marc-Antoine, es-tu plus de bonne humeur que quand on a commencé? Oui, absolument, c'est ça. Voilà. Très heureux. Très heureux. J'ai pas de ticket. Merci les gars. Merci. Merci aux boys. J'espère que vous avez apprécié le podcast et que ça a autant impacté votre humeur que celle de Marc-Antoine. Hein? Ça paraissait pas, mais avant de commencer, il était complètement furax. Et évidemment, ça s'améliore avec le temps. Comme quoi, le personnage peut évoluer. La scénarisation, c'est beau. Je tiens à remercier les Chevaliers de l'ombre de Dreadful Tape. J'ai nommé Fred Levac au montage, jingle. Évidemment, la grande Amelia Maguire. Elle est pas physiquement grande, mais métaphoriquement, elle fait tout. Donc, merci à Amelia Maguire Saint-Onge au booking et à la logistique pour Dreadful Tape. C'est un plaisir, les amis, de vous avoir à bord. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous rappelle également, pour ceux qui sont intéressés, qui veulent plus de contenu des boys, le balado Tellement Hockey est disponible sur audio, l'application les mardis et les vendredis. Gascon, Godin, Martin Leclerc, Alexandre Coupal. Si vous en voulez plus, vous voulez du contenu hockey, une fois que vous avez dévoré votre épisode de Dreadful Tape le lundi, c'est un rêve possible, les amis. Dans un style de contenu différent, bien sûr. Sinon, je vous souhaite une magnifique semaine. Lancez-vous dans un gros tas de feuilles mortes et tombez au fond et réalisez un peu en panique que c'est plus imposant que vous pensiez comme tas de feuilles et que l'oxygène se fait soudainement plus rare et une certaine panique s'empare de vous. Vous dites, mon Dieu, mais je suis claustrophobe dans des feuilles et sortez un peu en panique, tout rouge, en vous disant non, je suis correct. OK, bonne semaine.